Bonjour à tous, je suis Bou. Bienvenue sur le podcast Dévoilé. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes nous partager leur évolution et leur cheminement concernant le voile islamique. Ensemble, nous déconstruisons tout ce que l'on peut entendre autour de ce morceau de tissu qui fait tant couler d'encre et est le fantasme de bien des légendes. Les invités s'expriment en leur nom, alors bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, avant de vous lancer l'épisode, je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler d'une association qui me tient à cœur. Pour ce faire, Myriam va nous présenter son association. Comment tu vas ? Ça va très bien. Et toi ? Super, comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous présenter l'association ? Bien sûr. Alors, j'ai créé une association il y a 1 an de cela qui porte le nom Bel Éveil. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est une association d'aide et d'accompagnement à la parentalité qui prend en compte les parents et futurs parents des enfants de 0 à 7-8 ans à peu près. Je l'ai créée en février 2024, officiellement. Et ça fait plusieurs années, finalement, que j'y travaille. D'accord. Donc, ça a pris plusieurs formes, évidemment, au cours du cheminement de cette création de ce projet-là. Donc, je suis passée par différentes idées pour en arriver à la forme que ça a aujourd'hui. Et voilà. Donc aujourd'hui, elle est bien créée, bien en place et on espère pour longtemps. Et donc du coup, pourquoi est-ce que tu l'as créée cette association ? Alors moi, étant professeure des écoles depuis quelques années maintenant, j'ai été confrontée aux difficultés du terrain. Donc je suis professeure des écoles en Seine-Saint-Denis depuis toujours. Et effectivement, je me suis rendu compte que mon action était limitée face aux enfants parce que je les ai de 8h30 à 16h30, mais après, ils rentrent chez eux dans un autre environnement avec d'autres habitudes, d'autres rituels ou non. Et ces habitudes-là ne suivent pas forcément ce que moi j'instaure en classe et peuvent même être en totale contradiction. Ce qui venait un petit peu, opposer les environnements et perturber un petit peu l'enfant. Et puis j'avais même l'impression, parfois, de brasser un petit peu de l'air, parce que j'avais pas l'impact sur les parents. Et donc, finalement, dans ce contexte-là, j'ai voulu toucher les parents directement en les accompagnant dans leur rôle d'éducateur, parce que c'est le premier éducateur et forcément le parent dans la plupart des cas, bien sûr. Et c'était vraiment ma volonté de les accompagner aux origines, c'est-à-dire avant même d'être parents finalement. D'où l'association. Est-ce que tu as une limite géographique sur les parents que tu accompagnes ? Alors c'est principalement en Île-de-France parce que je fais de l'accompagnement vraiment personnalisé. Et la philosophie de l'association, c'est vraiment d'être au plus proche du parent parce qu'on est sans aucune surprise dans une époque où on est entouré d'écrans. Et tout se passe virtuellement. Et bon, alors il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a des formations, il y a des choses qui sont mises en place sur Internet par plusieurs personnes. Mais effectivement, le parent, il se retrouve encore livré à lui-même face à un nouveau contenu et à des nouveaux outils. Or, je pense, pour ma part, qu'il est très important pour le parent d'avoir une écoute et d'avoir une aide vraiment à proximité. Et voilà, pour se déplacer, je me limite à l'Île-de-France parce que c'est plus simple. D'accord, donc c'est un accompagnement en présentiel. Complètement. Ok. Comment on fait pour te contacter ? Alors, j'ai une page Instagram, donc c'est bel, BEL-éveil. Que vous aurez en description de l'épisode. Voilà. Et j'ai également là, une adresse mail, donc contact beléveil, tout attaché, @gmail.com. Que vous aurez aussi en description de l'épisode. Si on résume, tu fais de l'accompagnement à la parentalité. Ton public, c'est les adultes pour les enfants. Exactement. D'accord. Ouais. Ça se fait en présentiel. Oui. Et comment est-ce qu'on te contacte ? C'est avec les infos que tu viens nous donner là, maintenant. C'est ça. Ok, écoute, on peut te souhaiter que de la réussite. Et chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à faire appel à elle. Je la connais personnellement et je peux vous dire que ça ne sera que du plus. Je te remercie énormément.
Avec plaisir. Allez, bonne écoute. Ça va, alhamdoulilah. Ça, c'est le petit rire nerveux. Du début, ouais. Exactement. Après, tu vas t'y faire, t'inquiète pas. D'accord. D'accord. Alors, on va commencer par une petite présentation. Qui es-tu ? Je suis Ilham, j'ai 33 ans, je suis moitié française, moitié marocaine et je porte le hijab depuis mes 15 ans. Ça veut dire, depuis plus de la moitié de ta vie, tu portes le hijab. Ça fait 18 ans, ouais. Tu aurais pu avoir un enfant majeur, là, en fait. Ouais, j'aurais pu. En fait, ton hijab est majeur. Exactement, en fait. exactement. Eh ben, dis donc. Machallah. C'est très bien. T'as grandi où, dis-moi ? Alors moi, j'ai grandi en Auvergne, dans une petite commune à côté de Clermont-Ferrand, au sud de Clermont-Ferrand. Et en fait, ma famille, c'était la seule famille musulmane de tout le patelin. Maghrébine aussi. Et ça a pas mal marqué mon enfance, on va dire. D'accord, donc ton côté français n'a pas été relevé là-bas, du coup. Ah non. Quelle femme tu es aujourd'hui, en fait ? Alors aujourd'hui, je suis en transition professionnelle. Oui. J'ai passé 8 ans de ma vie à travailler dans le conseil en management. D'accord. Dans un grand cabinet. Et pour l'info, j'y ai travaillé avec mon foulard. Et je tiens à y préciser. On en reviendra là-dessus. C'est comment c'est la vie en foulard dans l'entreprise. Et en fait, j'y suis aussi restée longtemps parce que c'était l'une des rares entreprises qui acceptait le foulard. Oui. Et je me suis pas mal enfermée dans ce rôle-là en me disant que je trouverai jamais ailleurs. D'accord. Ce qui est faux. Et aujourd'hui, je me suis enfin, alhamdoulilah, libérée de ça. Donc là, je suis en transition pour justement lancer mes propres projets, Inch'Allah, et me reconvertir dans des domaines qui me passionnent beaucoup plus. Parce qu'en fait, le monde est vaste et grand et c'est Allah qui pourvoit. Exact. C'est pas cette entreprise, non. Et je mérite mieux que simplement des miettes parce que c'est les seuls qui acceptent mon foulard. Je peux avoir largement plus et je rêve de plus et on a le droit d'être ambitieuse, en fait. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je suis mes rêves aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un conseil pour vos propres vies aussi, chers auditeurs. D'accord ? Ne vous mettez pas de pensées limitantes. Exactement. D'accord ? Ilham a parlé. Suivez vos rêves. Le monde est vaste. Voilà, ça c'était la petite aparté. Bon, on y reviendra sur ta vie professionnelle. Okay. Alors, du coup, on va commencer par ta petite enfance. Okay. Donc, spoiler, tu as grandi dans un petit patelin avec une maman qui, au début, n'était pas musulmane. Mais bon, dis-nous en plus. Déjà, votre famille est composée de qui ? Du coup, mes 2 parents et j'ai 2 sœurs. Du coup, une sœur jumelle et une petite sœur. D'accord. Vous avez combien d'années d'écart avec la petite, du coup ? 4 ans d'écart. Ok. Chouette. C'était bien de grandir avec une sœur jumelle. Ah, c'est génial. Je recommande, hein. Mais bon. Après, on choisit pas. Ouais. Mais non, pour rien au monde, je pense que l'un des plus beaux cadeaux qu'Allah m'a donné, c'est ma jumelle, honnêtement. Je promets. Ce que tu dis, ça me va droit au cœur parce que mon rêve ultime, c'était d'avoir une sœur jumelle. Oh. Donc voilà, donc toi, tu as une sœur jumelle, une petite sœur, du coup, la cadette a 4 ans de moins que vous. Ok. Quelle était l'ambiance familiale ? Tu m'as dit que ton père était et est toujours musulman. Musulman et marocain. D'accord. Et donc ta mère, elle a passé le cap à tes 10 ans, c'est ça ? Voilà. Enfin, comment vous viviez la double religion dans votre quotidien ? En fait, pour moi, donc déjà, c'était tout à fait normal puisque c'est comme ça que j'ai grandi. Je dirais que c'était très bien intégré. J'ai une maman qui est, machallah, qui a toujours été d'ailleurs très ouverte d'esprit et beaucoup dans le respect. Et très ouverte à d'autres cultures et même d'autres religions. En fait, elle a toujours été comme ça, subhanallah. Et du coup, à la maison, en fait, déjà, mes parents s'étaient mis d'accord que, dans leur mariage que s'ils avaient des enfants, ils seraient élevés avec la religion musulmane. Ma mère était complètement d'accord avec ça. Et du coup, notre père s'occupait de notre éducation religieuse. Il nous apprenait la prière. Pendant le ramadan et tout, on jeûnait. Ma mère aussi, qui était encore chrétienne à ce moment-là, jeûnait. Avec aussi, vous avec nous. Pendant tout le mois de Ramadan ? Ouais, pendant tout le mois de Ramadan. Et je me rappelle aussi quand on est enfant, des fois on n'a pas envie de faire la prière, tu vois, c'est relou. Je me rappelle ma mère, elle priait pas, mais elle nous réveillait ou elle nous levait, elle nous disait allez faire la prière, vous allez être en retard. D'accord. Mais c'est trop beau ça. Ouais. Elle participait quand même. Et du coup, pour elle, les fêtes qui étaient importantes, c'était Noël et Pâques. Mais en tant qu'enfant, on adore avoir des cadeaux et manger des chocolats, donc c'était parfait pour nous aussi, en fait. Hein. Tu vois, on s'en est pas plein du tout. J'imagine. Donc, du coup, j'avais des cadeaux 3 fois dans l'année. Là, tu vois, c'est génial. Noël, on avait des chocolats pour Pâques et tout, donc pour moi, c'était... c'était une bonne enfance, je pense. Bah oui, voilà. Mais vous avez grandi dans la bienveillance et dans l'intolérance surtout. Là-dessus, oui. Ouais. Et comme je disais, comme j'ai grandi dans un patelin où la plupart des enfants étaient catholiques,
Je me rappelle au collège, par exemple, en seconde, ils ont une cérémonie qui s'appelle la retraite de communion. Et donc, en fait, quasiment la majorité des élèves du collège n'étaient plus là. En fait, on était 3 pètelins. Dans la classe, il y avait moi et quelques élèves qui étaient athées. Tous les autres étaient inscrits au catéchisme, ouais. D'accord, donc Et, ils avaient droit de ouais, ne pas aller à à l'école. Oui. pour assister à leur semaine de retraite, en fait, où ils sont dans un monastère. Et je sais plus, qu'ils font des prières et... voilà, pour rentrer en communion. D'accord. Et le fait d'avoir une maman catholique, ça me permettait de comprendre en fait ces rituels-là. On était parfois aussi invités à l'église pour assister à certaines des cérémonies et tout. Et ma mère, c'était vraiment le pont qui nous expliquait ça. Et du coup, je trouve que ça nous a donné une éducation qui est assez riche en fait, où on a appris un peu c'était quoi aussi d'autres religions et tout. Et moi, je trouve que ça m'a renforcée dans mon dîn. Parce que j'avais de quoi comparer, en fait. Exactement. Mais du coup, tu as plus appris dans le christianisme par rapport au fait que vous étiez dans un petit patelin catholique, plutôt que... Enfin, ta mère, elle a jamais fait de pont entre elle, ses pratiques, ses croyances, et vous, à l'époque où elle n'était pas encore musulmane? Non, elle nous a pas enseigné, en fait. Je pense qu'elle était déjà en train de se détacher en soi de ces pratiques-là. Par exemple, quand elle est devenue musulmane, alors déjà, il faut savoir, on a reçu notre éducation religieuse de la part de notre père, mais aussi parce qu'il nous avait inscrits les dimanches au cours d'arabe et de sciences islamiques de la mosquée de Clermont-Ferrand. À partir de quel âge? Dès qu'on a su lire, en fait. Donc 6 ans. 6 ans, je pense. Ouais. D'accord. Et du coup, en fait, c'était très bien fait, le système dans cette mosquée. Pendant qu'il y avait les cours pour les enfants, il y avait aussi des cours proposés aux mamans. Oui. Vu que du coup, les enfants étaient occupés, donc les mamans étaient un peu plus libres. Et ma mère en avait profité pour s'inscrire aussi. Elle s'est inscrite dès vos 6 ans ou oui. Dès les 6 ans. Oui. Mais pour autant, elle était restée dans le christianisme. Oui, elle était encore chrétienne et elle prenait des cours d'arabe et de religion à la mosquée. D'accord. Ce qui est beau, quand même. Et ouais, c'est beau, je trouve. Enfin, moi, je la trouve admirable là-dessus. Hein. Machallah. Et du coup, elle avait accès au même contenu que nous, en fait. Oui. Donc, elle a fait son éducation dans l'islam en même temps que nous, en fait. Ouais. Et je me rappelle, quand elle s'est convertie, elle m'a juste dit que c'était pour elle, c'était tellement logique. Il y avait déjà des choses dans sa propre éducation religieuse qu'elle avait du mal à accepter, comme par exemple la confession de foi. Le fait de devoir, quand tu as un péché, aller te confesser. Oui. À un prêtre qui va te dire, récite, je sais pas, 5 fois au Marie, Mère de Dieu, je sais pas quoi. C'est ce genre de prière-là. Du coup, pour ma mère, c'était un peu... comment dire, elle comprenait pas pourquoi elle a besoin d'un intermédiaire. D'accord. Oui. Elle comprenait pas le sens. Pour elle, elle disait, mais moi j'aime le fait d'avoir directement accès à Dieu, en fait. Pourquoi je devrais me confier à quelqu'un d'autre, en fait? Pourquoi? Un humain qui est comme moi. Voilà. Et elle comprenait pas l'impact de la prière, en fait, qu'on lui proposait de faire, qui est une forme de dhikr, en fait. C'est après, en rentrant dans... Après, c'est le dhikr à la catholique, donc nous, dans nos enseignements religieux, c'est un peu différent, mais c'est une forme comme ça qu'ils le font aussi, en final. Ouais. D'accord. Donc, il lui a fallu, du coup, 4 ans de cours avant de passer le cap. Ouais, 10 ans de vie commune avec mon père aussi. Ouais. D'accord. Allahumma barik. Et tes parents, ils se sont rencontrés où? Comment? Quand ils étaient étudiants. Ok. Ça a mis du temps. La famille de ma mère, elle n'est pas très tolérante. Hein. C'est une histoire familiale qui est difficile, qui a aussi impacté mon cheminement par rapport au hijab, vraiment beaucoup pour le coup. Ouais. Ma mère, quand elle s'est convertie à l'islam, elle a mis 5 ans à l'avouer à sa famille. Ah oui, d'accord. Ok. Mais malgré le fait qu'ils étaient fermés et qu'elle a quand même choisi ton père, elle a choisi l'amour plutôt que la famille. Exactement. T'as grandi avec les deux familles Oui, pendant l'enfance, oui. On allait régulièrement voir mes grands-parents, surtout à Noël en fait. Ils venaient nous voir souvent, etc. Pour ma petite enfance, oui, j'avais accès à ma famille maternelle, il n'y avait pas de souci là-dessus. Après, justement, quand on a porté le foulard, ça a été une autre affaire. D'accord. On va y venir. Autre affaire. On va y venir. Donc, ok, voilà, tu as grandi dans ce contexte-là, avec cette famille-là. Et donc, à 10 ans, ta mère, elle se convertit à l'islam. Qu'est-ce que ça va changer pour toi dans ton quotidien? C'était très touchant de la voir faire la prière avec nous. Je me souviendrai toujours de la première prière où j'avais ma maman à côté de moi. Oh. J'ai un petit truc qui me traverse parce que, en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était... comment dire ça comment dire, on était enfin... je ne saurais pas donner les mots exacts, mais c'était... comment dire, enfin, elle est avec nous, en fait. D'accord.
Vous viviez voilà, vous étiez ensemble. dans la même équipe, vous Ensemble, étiez... voilà, c'est ça, c'est ça. d'accord. Même elle, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, j'avais l'impression de ne pas être complètement avec vous et maintenant, je vous ai enfin rejoint. D'accord. C'était ça, en fait. C'était très beau. C'est voilà, le fait qu'on faisait la prière ensemble et tout. C'était vraiment... je trouve que le cheminement était tout à fait logique à chaque fois. Donc là, on est aux 10 ans. Mm. Il y avait des femmes voilées autour de toi ou pas du tout? Alors, on les voyait, nous, à la mosquée. Oui. C'est tout. Après, ma grand-mère marocaine, oui, elle porte le foulard. Une de mes tantes aussi, mais elles n'habitaient pas avec nous. D'accord. Elles habitaient en région parisienne. Et du coup, je les voyais pendant les vacances. Donc c'était de loin, quoi. Oui. Et qu'est-ce que tu mettais sur ce voile en termes de mots? Honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. D'accord. Je crois que c'était pas un énorme sujet pour moi au début. Oui. Pendant l'enfance, pas vraiment en fait. C'était quelque chose qui existait, mais j'y avais pas donné de sens. Donc oui, donc tu disais que le dimanche, c'est aussi le dimanche quand tu allais à tes cours de religion que tu voyais des femmes voilées. Mais du coup, c'était comme c'était à Clermont-Ferrand. C'était à combien de minutes de chez toi? C'était pas des voisins directs, quoi. À peu près 30 minutes. Ah, attends, je me rappelle un peu pour le foulard. On allait souvent les étés au Maroc. Oui. Et là, j'en voyais beaucoup. Et pour moi, c'était lié aussi à l'identité marocaine, en fait. Ok. C'est plus quelque chose comme ça. C'était lié à cette partie-là de mon identité. D'accord. Maintenant que tu le dis. Oui. Mais il y avait plus un côté identitaire que spirituel. D'accord. C'est venu après la spiritualité, Ouais, je pense. tu l'as pas associé à la spiritualité Non. à ce moment-là, Non. en tout cas. Maintenant, comme tu nous as dit qu'à 15 ans, tu as passé le cap. Qu'est-ce qui s'est passé avant le jour J? Qu'est-ce qui a fait basculer ton envie de passer de l'autre côté? Alors, il y a plein de facteurs. Il y a vraiment plein de facteurs. Donc déjà... Donc mes sœurs et moi, on a grandi du coup dans un patelin où on était les seules musulmanes et les seules maghrébines. Ouais. Et on en a souffert au primaire et au collège surtout. Et du coup, au lycée, on n'a pas voulu aller dans notre lycée de secteur où on aurait encore été les minorités. On a décidé de s'inscrire en prenant l'option arabe en 3e langue. Et il n'y avait qu'un seul lycée qui proposait ça sur Clermont-Ferrand. Et il était situé près des cités dans le nord de Clermont-Ferrand. Ce qui fait que c'est un peu comme la même démographie qu'en région parisienne. Forcément, il y a beaucoup d'élèves qui sont musulmans, en fait. Ok. Forcément. Et du coup, on était enfin normal. On était dans la norme, en fait, on a vu Enfin d'autres enfants comme accepté. nous. Enfin accepté, Ouais. on était enfin banal, en fait. D'accord. Et on voulait enfin avoir cette banalité-là, en fait. C'était important pour nous. Et c'est la première fois où je voyais d'autres élèves qui portent le foulard, qui sont musulmanes aussi, qui comprennent un peu mes origines, parce qu'on a les mêmes, en fait. Enfin, là-dessus, ça a été, je pense... quelque chose qui m'a beaucoup ouvert les yeux là-dessus, honnêtement. Je pense que je n'aurais pas été dans ce lycée-là, j'aurais pas eu ce déclic. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, pendant les vacances scolaires, on allait souvent à Paris voir ma famille. Oui. Et donc du coup, du côté de ma famille marocaine, on était proches de nos cousines, et une en particulier qui avait 1 an de plus que nous. Et on s'était promis qu'on mettrait le foulard après le lycée, parce que c'était relou de devoir l'enlever et tout. Et je me rappelle, donc c'était décembre 2005, juste avant de passer en 2006. Oui. On arrive pour les vacances de Noël et on la voit, elle est voilée. Et on lui dit, mais comment ça? Elle ne vous a pas Tu attendu. nous as pas attendu, t'avais dit que ce serait après le lycée et tout. Et elle nous a dit, ouais, finalement, j'ai senti l'appel, je me suis dit, pourquoi attendre? D'accord. Et ça nous a, pour le coup, ça nous a vraiment marqué. On s'est dit, en fait, pourquoi pas? Et je me rappelle que, en fait, on a fait exprès d'attendre après décembre, parce que tous les mois de décembre, pendant les vacances de Noël, on allait chez ma famille maternelle, D'accord. chez mes grands-parents en particulier, et on redoutait leur réaction. Et on s'était dit avec ma jumelle, parce qu'on a décidé de porter le foulard ensemble, Ouais. qu'on préférait se laisser un an Un avant an. qu'ils le découvrent D'accord. pendant la réunion de famille. Ok. Ouais, parce que, subhanallah, c'est aussi le moment où ma mère a annoncé sa conversion. C'est ce que j'allais te poser comme question. On a choisi les timings qui tuent, nous, en fait, Ah subhanallah. là. Elle avait annoncé sa conversion et c'est très, très mal passé. Ce qui est un peu stupide, parce que pendant 5 ans, ils s'en sont pas rendus compte, en fait. Depuis des années, ma mère avait arrêté de boire de l'alcool et de manger du porc. Donc pendant toutes les réunions de famille, elle buvait pas de vin, ni de champagne, et Oui. prenait pas la charcuterie non plus. Oui. Et du coup, ils sont même pas rendus compte, en fait. D'accord. Et là, comme par hasard, dès qu'ils apprennent, ça y est, ça devient Ça change tout. catastrophe et tout. Oui. Pour l'histoire, ma grand-mère, en fait, c'est une ancienne colon. Elle est née elle est née en Égypte, et elle a grandi en Égypte pendant que l'Égypte était sous la colonisation britannique. D'accord. Et en fait, il y avait des quartiers de colons européens. Donc elle est née dans le quartier français. Et du coup, d'ailleurs, sa première langue, c'était l'arabe. Ok. Avant le français, d'ailleurs. Et en fait, après l'Égypte, quand l'Égypte est devenue indépendante,
les colons européens se sont fait virer, ce qui pour moi est normal, mais bon. N'est-ce pas? Mais bon. Et elle est rentrée en France de manière brutale, alors qu'elle ne connaissait pas vraiment la France. Et elle est restée avec son complexe du colon longtemps, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Pour elle, l'Égypte, c'était sa terre, elle avait le droit d'y être, etc. D'accord. Et en fait, depuis, elle a développé du racisme contre les populations arabes et de l'islamophobie. D'accord. Et quand on a vu sa réaction et la violence que ça a été pour ma mère, on avait très peur en fait de ce qui allait se passer pour nous. Ouais, mais ta mère, elle a annoncé à quelle période pareil, quand on était au lycée, en fait, au début du lycée. À quel trimestre, par exemple Je pense que c'était... Avant ou après Noël? C'est une bonne question. Je crois que c'était avant. Un petit peu avant. Du coup, vous avez fêté Noël avec eux ou pas? Oui, mais c'était tendu. En fait, tu sais ce qu'ils ont offert à ma mère comme ils ont offert un livre comme cadeau de Noël. C'était le livre de Aya Hirsi Ali, je ne sais pas si tu la connais. Non, ça ne me dit rien. Et il y a quelques années, elle avait fait le buzz, ça date de 2006. Hein. Elle avait fait le buzz, c'est une néerlandaise d'origine somalienne qui avait quitté son pays, la Somalie, en réfugié politique et qui s'était installée aux Pays-Bas et qui était devenue l'une des membres les plus importantes du parti d'extrême droite des Pays-Bas parce qu'elle raconte dans son parcours tout ce qu'elle a subi de la part des islamistes, à quel point l'islam est une religion de sauvages, parce qu'à cause des islamistes, elle a subi mariage forcé, excision, viol, machin, etc. Voilà, donc en gros, ils ont offert à ma mère un livre d'elle, ultra islamophobe, yes. où elle raconte à quel point nous, musulmans, nous sommes des sauvages, violents, terroristes qui font du mal aux femmes. Et qu'elle, en venant en Occident, elle s'est sauvée de ça. Et aujourd'hui, voilà. Et voilà, c'était son cadeau de Noël à ma mère. D'accord. Voilà. Donc, ils ont essayé de la sauver quelque part. Voilà, bah oui, de la sauver de quelque chose dans lequel elle était déjà, puisqu'elle a été mariée à un musulman. Oui, oui. Donc, par rapport à ça, oui, je peux comprendre que vous ayez voulu attendre. Vraiment, l'ambiance était très, très compliquée. Un an. Ah ouais. On voulait se donner du répit. Et du coup, on est revenu de ces vacances de Noël-là. Il nous restait quelques jours de vacances. Et ce qui s'est passé, on devait sortir avec mon père, aller acheter... des livres pour la rentrée et avant de sortir je me rappelle ma jumelle elle m'a regardée et elle m'a dit allez viens on met le foulard cette fois-ci et on l'enlève plus et je lui dis ok puis on est sortis comme ça. Let's go. Voilà. Tu vois ça c'est des trucs de jumeaux je pense tu vois si j'avais une sœur jumelle peut-être que j'aurais passé le cap de plein de choses après une phrase quoi une proposition finalement tu vois let's go mais du coup vous n'avez pas attendu la date que vous vous étiez donnée avec votre cousine? Bah non. Bah, elle nous a pas attendu. Bah donc, oui, voilà. Mais oui. Non, mais peut-être que vous... Oui, voilà, ça vous a boosté. Mais du coup, vous êtes voilée combien de temps après cette cousine Elle nous l'avait caché. Donc, je crois qu'elle... Peut-être 3 mois après elle, quelque chose comme ça. D'accord. On l'avait pas vu, en fait. On l'avait vu au téléphone. Et tu vois, à l'époque, on n'avait pas les smartphones comme avant. Quand tu parles pas en FaceTime, ça n'existait pas. Donc, on l'avait eu au téléphone, mais on savait pas qu'elle était voilée. Tout à fait. Cette cachotière-là. Tu vois. Elle s'avait pas prévenue. D'accord. Donc voilà. Donc en décembre, vous la voyez. Ouais. Elle est voilée. Ouais. Ça vous met un petit coup de pression. Exactement. Et puis du coup, à la rentrée, donc c'est en janvier 2006 que vous sautez le cap. Exactement. Après une proposition de ta sœur jumelle. Exactement. Ouais. Et là, les galères commencent. Parce que là, vous êtes encore au lycée. On est encore au lycée, on est en seconde. D'accord. Donc début du lycée. Ouais. Allez, let's go. Let's go. Donc, comment ça se passe comme on s'était voilé le week-end juste avant de reprendre les cours, on n'était pas beaucoup sortis de la maison, le voisinage et le patelin ne nous avaient pas vraiment vus. Oui. Les jours de la rentrée, on doit prendre le bus comme d'habitude, et là, il y a 2 voilés d'un coup dans ce patelin auvergnat. Bus scolaire. Hein. Bus scolaire. Oui, donc ça veut dire qu'il y a que des élèves dans le bus. Il y a beaucoup d'élèves ou quelques adultes aussi qui vont travailler. Mm-hmm. Mais et puis c'est l'horaire full, en fait, où il y a du monde. En fait, tout à fait. Toutes les têtes se tournent vers nous. Ils n'avaient jamais vu ça. C'est pas quelque chose qu'on voyait à l'époque dans ce coin-là de l'Auvergne. Hein. Oui, j'imagine. Mais pas du tout. Hein. Mais alors absolument pas. Donc on est devenu la source de tous les ragots en fait. D'accord. Tous les commérages, l'islamisme, machin, je sais pas quoi, qui arrivaient jusque chez nous. Je me rappelle, ma mère, elle faisait des séances de kiné. Oui. Et son kiné lui avait dit, vous avez vu, il y a des voilés chez nous. Ma mère, elle était là, oui, je sais, ce sont mes filles. Parce que... il a dû ne pas savoir où se mettre, ce kiné. Il s'est senti très, très bête, vraiment. Donc... Mais quand vous avez décidé de vous voiler comme ça, vous en aviez parlé à vos parents ou pas ? Oui. Oui. Et donc en fait, ils nous ont soutenus, mais ils avaient peur pour nous. D'accord.
ils étaient là en mode, vous savez, vous pouvez peut-être attendre, etc. Mais si c'est votre choix, on vous soutient. Ok. Mais c'est vrai qu'ils avaient peur, en fait. Ouais, Ils s'inquiétaient, ouais. ils connaissaient le quartier, quoi. Mm. Hein, le patelin. Ouais, ils connaissaient. Yes. Et mon père a vécu beaucoup de racisme dans son parcours. Beaucoup d'islamophobie aussi. D'accord. Et donc, il avait peur de ce qui nous attendait, en fait. Hein. Oui, en plus, vous êtes des filles. Voilà. Un papa et ses filles, c'est Forcément. particulier, ouais. Forcément. Et ma mère, elle était en plein en train de vivre ce que c'est que d'être une convertie. Hein. Tout à fait. Donc, forcément... forcément voilà. Vous avez été éprouvée, en tout cas, par rapport à ça. Ouais, c'était assez compliqué. Ouais. C'était assez compliqué. Du coup, en fait, on va dire qu'il y a eu des épreuves de plusieurs côtés. Il y avait le fait de ce patelin-là. Alors, on a perdu beaucoup d'amis qui nous connaissaient certains depuis la primaire, depuis le collège et tout. Quand ils nous ont vus, c'était que des remarques. Ah, ça y est, maintenant, t'es une femme soumise, ou ah, tu es contre les droits des femmes, ou je sais pas quoi. Enfin, c'était que des... Comme si... Alors qu'ils nous ont connus avant, en fait. Oui. Enfin, comme si ce morceau de tissu venait effacer toute la personnalité que vous avez pu avoir depuis toutes ces années. Exactement. On s'est pris pas mal de racisme là-dessus, et on a gardé qu'une seule amie d'enfance. Voilà, qui est la seule qui est restée constante en fait, qui nous connaissait depuis la maternelle et qui n'a pour le coup jamais changé, qui était là, mais en fait ce sont les mêmes. Hein. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui c'est une très bonne amie, très respectueuse. J'ai déjà voyagé dans des pays musulmans avec elle, qui me souhaite Eid Mabrouk à chaque fois qu'il y a du Eid, qui me souhaite bon Ramadan dès que ça commence le Ramadan, qui quand je viens la voir achète de la viande halal exprès pour moi. Enfin, c'est vraiment... Elle t'a accepté dans ton entièreté. Exactement. C'est franchement, voilà, je regrette pas d'avoir perdu les autres tant que j'ai gardé franchement la meilleure d'entre eux. C'est ça. Bah, big up à toi, si tu nous écoutes. Merci et reste constante. Voilà. Après, à part si tu veux te convertir à l'islam. Voilà, c'est une proposition. Voilà. Après, on n'est pas sœurs jumelles, donc je pense que voilà, il va te falloir plus de temps qu'à Ilham pour aller jusqu'au bout de cette idée. Mais merci. Merci d'exister. Non, c'est une trop belle personne. Ah, elle est bah, magnifique. C'est super. Super. Du coup, le lycée passe. Ouais, le lycée arrive. Et en fait, au niveau des élèves, c'était génial parce qu'on avait plein d'amis aussi qui portaient le foulard. Donc ça, c'était magnifique. Par contre, ce qu'on a commencé à subir, c'était malheureusement le harcèlement de la part de l'équipe éducative. De l'équipe éducative, ouais. De l'administration en particulier. En fait, alors à l'époque, c'était facile pour eux de reconnaître qui étaient les étudiantes qui portaient le foulard, parce qu'il y avait toujours des pions, là, des surveillants à l'entrée. Ouais. Qui voyaient lesquels enlever le foulard. Okay. Et on avait à peu près toutes la même dégaine, c'est-à-dire un chignon et ensuite notre foulard, on le laissait autour du cou. D'accord. Donc ils repéraient un peu le style. Oui. Et du coup, ils avaient la fâcheuse tendance de pas mal harceler en fait là-dessus, et ça a été assez éprouvant. Il y avait beaucoup de femmes voilées, de jeunes filles voilées dans ton lycée, dans votre lycée ? Honnêtement, on devait être pas énormément, on devait être 7 ou 6. Ok. Franchement. Quelle taille à peu près l'établissement ? Combien d'élèves ? Peut-être 300 élèves, un truc comme ça. Ouais, taille normale quoi. Ouais. Ouais, moins d'une dizaine, c'est pas... D'accord. Mais vous étiez identifiés. Il y avait peut-être Ah oui, on était vraiment identifiés pour le coup. C'était une catastrophe. Hein. Enfin, il y a eu plusieurs incidents en fait, qui sont passés au lycée qui étaient assez durs à gérer. Et je trouve surtout en fait déshumanisants. Dans le sens où on était juste des gamines et ces adultes, qui pourraient plus être nos parents, ne trouvaient rien de mieux à faire que de s'en prendre à nous. Je me rappelle, j'avais une élève qui avait un an de plus que nous, qui était un peu notre modèle à nous à l'époque, parce qu'elle a été celle qui a été le plus harcelée en fait par l'administration, et elle avait un courage, machallah, pour leur tenir tête, qui du coup nous donnait beaucoup de force à nous, les filles qui étaient un peu plus jeunes qu'elle. Ouais. Et notamment en fait ce qu'ils n'arrêtaient pas de nous répéter quand ils faisaient ces harcèlements, c'était qu'ils faisaient ça pour défendre les femmes en Iran. Alors moi, l'Iran, c'est en Iran, la France, c'est en France. On n'a pas les mêmes quotidiens. Si tu veux aider les femmes en Iran, va en Iran, en fait. Et voilà. C'est-à-dire, moi-même, je connaissais pas grand-chose de l'Iran, je savais pas très bien ce qui se passait, et je voyais pas en quoi me pourrir ma scolarité aller aider les femmes en Iran. Tout à fait. Honnêtement, je sais même pas si elles auraient apprécié ça d'ailleurs. N'est-ce non plus. Ouais. Donc c'était assez... Et pourquoi tu nous poses ces interprétations-là ? En fait, c'était vraiment bizarre. Mais encore une fois, j'ai eu de la chance parce que moi, ma manière d'apprendre, elle correspond au système scolaire français, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, notamment pas de ma jumelle, qui elle est neurodivergente. Je pense que, je trouve que le système scolaire français, il est très limitant dans la manière dont il enseigne. D'accord. Et par exemple, pour moi, l'échec scolaire, c'est une aberration. Ça n'est pas censé exister.
parce que on est censé... Enfin, je pense qu'à l'époque où on est aujourd'hui, on devrait être capable de s'adapter à tous les styles d'apprentissage. Or, aujourd'hui, on nous norme dans la manière dont on apprend. Et tous les enfants qui ne correspondent pas à cette norme, ils sont éjectés. C'est ça, ils sont mis de côté. Mais bon, après, Alors qu'ils sont aujourd'hui, brillants aussi. peut-être qu'avant, c'était plus compliqué. Je dis pas qu'aujourd'hui, c'est parfait. Et je prends la défense de personne. Oui. D'accord. Ouais. Mais donc, du coup, ta sœur qui était Divergente. divergente. Donc, par exemple, ceux qui ont des troubles 10, Oui. donc elle était dyslexique. Et il y a de fortes chances qu'elle soit aussi TDAH. Ouais. Du coup, même elle est brillante dans sa forme d'intelligence à elle, masha'Allah. Oui. Dans son expression à elle, dans sa manière d'apprendre, c'était pas du tout adapté au système scolaire. Au contraire, elle s'est faite pas mal humilier en fait. Oh non. Tu vois, Ouais. ça n'a pas été la même stratégie de défense et tout. Donc, c'est pour ça que si on y arrive, comment dire, je vais pas reprocher à ceux qui n'arrivent pas à s'épanouir dans ce système scolaire-là, en tout cas à l'époque, parce qu'il était clairement très limitant. Oui. Et je sais pas si tous les enfants ont la capacité de faire comme c'est l'élève dont je parlais et moi on a pu faire en fait. Oui. Tu vois. Mais bon, donner le meilleur de soi-même, Oui. déjà, c'est génial. Et puis surtout, que les parents soient derrière. Oui, voilà. Les parents soient c'est vrai, derrière. c'est Parce vrai. que c'est le meilleur moteur, en fait. Si tu as des parents qui t'encouragent et tout, tu peux affronter la terre entière. Tu sais que derrière, il y a des parents qui seront soutenants et qui t'accompagneront dans tes batailles. Exactement. Bah là, pour le coup, ils nous ont bien accompagnés. Ouais. Donc le harcèlement, il s'est poursuivi, on va dire, pendant tout le lycée. Et on avait des manières d'essayer de l'esquiver. Oui. Ça a été après, je m'étais renseignée un peu sur les lois pendant les examens, en fait. À l'époque, quand on passait le bac, Oui. je ne savais pas qu'en fait, en tant que candidat, on a le droit de porter le foulard pendant les examens. Puisque ça devient un centre d'examen et plus un établissement scolaire. Exactement. Ouais. Donc au début, j'ai enlevé mon foulard pour y aller. Et j'ai appris qu'en fait, je pouvais le garder à la fin. Il restait juste une épreuve pour ma sœur, un oral qu'elle devait passer pour le bac. Oui. Et je me rappelle, je l'avais accompagnée. C'était un autre lycée, dans son examen-là. D'accord. Et du coup, j'avais gardé mon foulard pour aller l'accompagner. Et j'étais rentrée avec dans ce lycée-là pour accompagner ma sœur et tout. Et donc, elle est allée dans sa salle pour passer son oral. Et moi, quand j'ai voulu sortir, il y a une dame du lycée qui s'est mise en travers de mon chemin. Oui. Et qui m'a dit « Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là ?» Et je lui ai dit « Ah, je suis désolée, je suis venue accompagner ma sœur qui passe un tel oral du bac. » Oui. Et en fait, je ne voyais pas ce que je faisais de mal parce qu'il y avait plein de gens qui étaient venus accompagner des élèves qui passaient leurs examens. Il y avait des parents, il y avait d'autres frères et sœurs comme moi. Mais c'est moi qui l'ai arrêté. Mais du coup, est-ce que les parents en question dont tu parles et les frères et sœurs dont tu parles avaient un foulard sur la tête? Non. Ah, d'accord. Donc elle m'a arrêté moi, elle m'a barré le passage au moment où je voulais sortir. Ouais. Et elle a commencé à me dire mais c'est interdit, retirez tout de suite ce que vous avez sur la tête, c'est interdit, à me crier dessus en fait. Et moi j'étais une gamine. Encore une fois, je me suis sentie déshumanisée. Oui. J'avais 17 ans. Je vois une personne d'autorité, j'ai appris après que c'était la CPE de ce lycée-là, D'accord. qui me crie dessus comme ça, qui me dit que je dois enlever mon foulard. Je lui dis je ne suis pas ni candidate ni élève, je peux garder mon foulard. Oui, mais vous êtes dans un lycée, ici c'est laïque, machin. Je lui dis madame, je suis désolée, je suis venue accompagner, en fait, je suis désolée. C'est interdit ce que vous faites. Je dis je ne savais pas, je suis juste venue accompagner. Et elle m'a menacée carrément, presque limite qu'elle allait appeler la police en fait. Et moi je suis une enfant de 17 ans, je suis impressionnable, j'ai peur, je connaissais pas encore très bien mes droits. Tout à fait. Et elle me force, elle m'a dit vous retirez ça tout de suite, vous retirez ça tout de suite. Attends, elle voulait, malgré que tu étais sur le seuil de la sortie, en train de sortir, ouais. Elle voulait me forcer, impérativement que tu le retires, ne serait-ce que pour 2 secondes en fait. Voilà. Mais c'est d'une violence. C'est violent, c'est lunaire. Et en fait, je me rappelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait gagner du temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans ce couloir-là et plus personne dans la rue. Oui. À traîner, elle me faisait peur. J'ai vraiment cru que moi j'allais en prison, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, j'étais une gamine impressionnable. Ouais. J'ai paniqué. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me rappelle, j'ai pleuré à ce moment-là. J'ai retiré mon foulard. 2 secondes, il y avait personne. Et je lui ai dit, et maintenant je le remets. Et je l'ai remis comme ça. Voilà. Et je suis sortie. Et ma petite consolation, c'était au moins il y avait que cette femme-là, il y avait personne d'autre qui m'a vue. Et je suis sortie, je me suis effondrée en larmes. Tu m'étonnes. J'ai appelé ma mère, j'arrivais plus à parler. Ma mère, elle était au travail, elle a essayé presque de venir me voir et tout. Donc après plus de 18 ans, ça te fait encore cet effet? Ouais, parce que... Pourquoi cette violence ?
J'ai pas compris cette violence, en fait. Mm. J'avais rien fait de mal. J'étais dans mon droit. Pourquoi je devais encore m'humilier? C'était très colonial aussi. Je sais pas si tu vois. La femme blanche qui vient me dire à la femme Oui, c'est ça. maghrébine comment elle doit être et qui lui impose de se déshabiller. C'est ça. Non, mais surtout pour 30 cm. Pour 30 cm de T'étais marche. sur le Ouais. point de sortir. Exactement, Donc, exactement. Qui me menace et tout, etc. Après ça, j'étais partie voir une avocate quand même pour lui raconter. Mais elle m'a dit, comme il n'y avait pas de témoins, etc., que c'était compliqué d'accord. d'aller plus loin. Oui. Et comme je t'ai dit, à cette époque-là, je ne connaissais pas vraiment mes droits. Mais c'est comme ça que ça s'est conclu, le lycée, pour moi. Ça, c'était l'aspect scolaire lycée. Oui. Donc, je t'ai dit, on a été éprouvés de 3 manières pendant cette époque. Donc, je t'ai dit, il y avait le patelin, il y avait le lycée, et après, c'était ma famille maternelle. En fait, donc ma mère, elle était en train de vivre le rejet de sa famille par rapport à l'annonce de sa conversion. Oui. Et donc, ma grand-mère en particulier, qui a un passé, Passé colonial. Voilà, elle aussi, Oui. était très très virulente et a monté la tête à mon grand-père aussi contre ma mère, et voilà. Elle faisait plein d'histoires et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a eu le cancer du sein. D'accord. Et alhamdoulilah, maintenant elle est guérie. Elle s'est battue vraiment. Elle a dépisté très tôt. Donc il faut dépister, il faut faire les procédures quand on atteint un peu. Passez la quarantaine, s'il vous plaît, mesdames. Même avant, parce Même qu'aujourd'hui, avant, ouais. avec l'alimentation qu'on a, les filles, et les déodorants et compagnie, Exactement. voilà, palpez-vous. Voilà, vraiment. Mais c'est en se palpant qu'elle a senti qu'il y avait quelque chose de pas normal. Voilà. Et je lui la remercierai jamais assez parce qu'elle l'a vu tôt, en fait. Et du coup, même si c'était dur à battre, parce que la chimio, laisse tomber, la chimiothérapie, c'était très violent à vivre, c'est très épuisant. Éprouvant, ouais. L'opération après aussi, tous les traitements, c'était très très dur. Malgré ça, elle l'a battu. Ouais, très éprouvant. Et ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère maternelle s'est rendue compte qu'elle pouvait potentiellement perdre sa fille. Et du coup, elle a eu un revirement de cœur. Et elle est revenue, du côté de ma mère, elle l'a réacceptée dans la famille. Oui. Donc ça, c'était beau. Par contre, toute sa haine, elle l'a déversée sur ma soeur jumelle et moi. Puisque là, vous étiez voilés. On était voilés, elle l'a vue. Parce qu'elle est venue... elle est venue voir ma mère qui était à l'hôpital, en fait. Ok. Et donc, vous n'avez pas pu maîtriser Non. votre annonce, finalement. Non. Ok. Elle nous a vus. Et ça a été très... Elle nous a vraiment, vraiment fait la misère. Vraiment. Ça se manifestait par quoi? Elle a mis un ultimatum à ma mère en lui disant « c'est moi ou tes enfants ». Ma mère lui a dit « je suis une maman, évidemment que ça sera toujours mes enfants ». D'accord. Merci, maman. Voilà, merci, maman. Merci. Évidemment. Donc, ma mère se battait contre le cancer et elle a dû gérer ça, en plus. D'accord. Je trouvais ça méchant, vraiment, de lui imposer ça encore. Et comment elle a réagi, ta grand-mère, du coup, au vu de la réponse de ta mère? Du coup, elle devenait très mesquine. Par exemple, elle avait l'habitude de nous appeler pour nos anniversaires et nous offrir des cadeaux. Oui. Et on a des anniversaires approchés avec ma petite sœur. On est toutes les 3 nées en août. Ok. Et du coup, elle appelait pour l'anniversaire de ma petite sœur. Et elle disait à ma mère, donc voilà, ça c'est le cadeau que j'ai préparé pour la troisième, mais tu diras bien aux autres que non, hein, elles n'en auront pas. Par exemple, ça a été, on n'avait plus le droit de mettre les pieds chez elle. On était boycottés des Noëls, etc. On n'avait plus le droit. Des fois, quand ils venaient rendre visite chez une de mes cousines du côté maternel, qui habitait aussi en Auvergne, et du coup, mes grands-parents, ils allaient chez elle. Et ma cousine, elle est très ouverte d'esprit et tout. Elle nous invitait aussi. Mes grands-parents, ils ne voulaient pas nous toucher. Et par exemple, quand mon grand-père il prenait des photos de tous attablés, il faisait en sorte de cadrer pour que ma jumelle et moi, on ne soit pas dans la photo. Oh, c'est terrible. Voilà. Ouais. C'était que des petites violences comme ça, en fait. Oui, mais du coup, mesquine. hormis ta maman, est-ce que d'autres personnes de la famille sont intervenues pour les raisonner? Non. Personne. Mais ces personnes-là, elles ont... Enfin, qui ne dit mot consent, mais est-ce que les autres personnes vous ont accepté ou ils subissaient votre présence? Alors, ma cousine, par exemple, qui habitait en Auvergne, oui, il n'y avait pas de problème. Ouais. D'ailleurs, je trouvais ça très stupide ce qui se passait. Oui. Mais après, tu vois, ma grand-mère, c'était un peu l'impératrice. Hein, tu vois, je sais pas comment dire. C'est la matriarche un peu. Tu vois, elle avait une autorité. Elle a le contrôle vraiment. sur tout le monde. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué de l'imposer. Souvent, Noël, ça se faisait soit chez elle, soit chez une autre de mes tantes qui habitait en Normandie. Oui. Qui avait un restaurant et une grande maison. Et en fait, son mari, c'est un raciste pro-FN, qui à table parlait de la supériorité de la race blanche, voilà. D'accord. Et donc lui, il a dit « Ah, je veux pas de voilée dans mon restaurant ». D'accord. Donc par exemple, il était complètement aligné avec ma grand-mère. Oui. Donc forcément, on était jusqu'à... Subhanallah, c'est que cette année que j'ai pu aller les voir. Hein. C'est une blague? Non, c'est pas une blague, ouais. C'est ma tante, elle s'est réveillée, elle a dit « En fait, j'en ai marre de ces histoires
Ta tante, donc celle qui est mariée C'est avec le Pro FM. Ouais, voilà. Mm. Qui, elle fêtait ses 60 ans, là. Et elle nous a invités à son anniversaire parce qu'elle a fait une grande fête. Oui. Et elle a dit, j'en ai marre de ces histoires. Je trouve ça complètement stupide. En fait, elle est retombée sur... mon grand-père vient de décéder, en fait. Et elle est retombée sur des vieux courriers que mon grand-père avait écrits. Et notamment, il avait écrit des lettres de menaces à ma mère quand elle est devenue musulmane. Et en fait, ma tante, en tombant là-dessus, elle s'est rendue compte de toute la violence que ma mère a subie pour sa conversion. Et ça lui a fait un espèce d'énorme revirement. Et donc aujourd'hui, subhanallah, comme quoi, il faut juste le temps, mais Allah, il guide qui il veut. Ouais. Elle nous a vraiment accueillis, etc. Elle a tenu tête à son mari en disant, c'est complètement con. En fait, moi, je veux voir mes nièces, en fait. Ouais. Je veux voir mes nièces. Donc ça a pris du temps, en fait. Wow. Mais ouais, la famille maternelle, ça a été franchement compliqué. Donc pendant longtemps, on n'a pas pu assister au Noël, on a raté beaucoup d'événements. Bah depuis là, en fait, là, du coup... Oui, ouais. Du coup, là, le prochain Noël, peut-être que tu seras avec eux. Alors je suis invitée, enfin. D'accord. Voilà. Je suis réinvitée maintenant. Mais Waouh. du coup, ouais, c'était vraiment, vraiment compliqué. Il y a la génération de mes cousins et cousines où ça allait mieux, mais ils étaient aussi, pour la plupart des gamins, en fait, enfin... Oui, vous n'allez pas taper du Non. poing sur la table pour Non, bah non. revendiquer quoi que Ils ce étaient soit. assez jeunes et tout. Oui, mais bon, t'as gardé contact quand même avec tes cousins-cousines? Ouais, ouais. Ok. Il y en a une, subhanallah, elle s'est convertie à l'islam cet été. Ah là là. Du coup, elle va l'annoncer à ce prochain dîner de Noël ou C'est ça, à voir. À voir. À voir, ok. C'est bien. C'est comme quoi, subhanallah. C'est bien, c'est bien. Ouais, Mais attends, subhanallah. mais la grand-mère parlait arabe, elle est née dans un pays Ouais. arabe. Oui. Mais, Mm. vous suivez ses traces quelque part. Hein. Vous avez essayé de la rejoindre, elle a créé un pont, une passerelle entre l'Occident et l'Orient. Exactement, mais non. D'accord. Non. Non, non. Et ta mère, du coup, dans tout ça, est-ce qu'elle aussi, pendant 18 ans, elle a été boycottée ou Alors, elle a pu, en tout cas, réintégrer sa famille à un moment donné? donc elle était acceptée. Oui. Et ma petite sœur qui porte pas le foulard aussi. D'accord. Ma petite sœur, ça l'a saoulée. Elle voulait pas y aller, sinon on n'y allait pas. Elle disait pourquoi j'irais chez des fachos comme ça, en fait. Elle trouvait ça violent. Le truc, c'est que mon père, il incitait ma mère. Elle disait il faut vraiment que tu ailles voir tes parents quand même. Tu vas maintenir le lien. Pour ma mère, au début, ça avait été très dur. Elle disait pourquoi j'irais si mes enfants sont pas acceptés. Et après, même nous, on lui disait maman, c'est tes parents, en fait. Tu vois. En fait, nous, on veut pas que tu te prives de les voir et tout. Et du coup, elle y allait. Et ma petite sœur y allait souvent avec elle. Mais elle disait j'y vais pour ma mère. Hein. Ouais. J'y vais pas pour ces Pour pas fachos. qu'elle soit toute Voilà, seule, pour pas qu'elle soit toute pour la seule, ouais. soutenir dans tout ça. Exactement. Bah, merci papa. Ouais, franchement. Franchement, Bah, pour c'est sa fort de sa bienveillance part, et hein. sa patience aussi, puisque Mhm. bah, finalement, lui, il a mis du temps avant d'être accepté. Ah oui. Et son intention, ça n'a jamais été, malgré que c'est un homme qui vient du Maghreb Voilà. et qui est musulman. Je suis dans l'ironie, hein, bien entendu. Oui. Qui a marié une femme blanche, française, Mhm. mais il ne l'a jamais coupée de sa famille. Et Non, au bah contraire, non, en fait, Au contraire. il a fait en sorte que les liens restent maintenus finalement. Ouais. Mhm. Et pourtant, ils s'en est pris plein la figure. Lui. Ah, j'imagine. Ils l'ont accusé de tellement de choses. Ok. T'as forcé tes filles, je sais pas quoi, là, machin. C'est parti très loin. Genre, il a manipulé ma mère, il nous a manipulés, ou je sais pas quoi. Enfin, plein d'histoires. Donc, lui aussi, il était comme nous, en fait, il était plus invité. D'accord. Voilà. Vous aviez vos petites fêtes en off Voilà. entre vous. Voilà, exactement. Franchement, c'était moi, ma jumelle et mon père, hein, vraiment. C'était ça. Et, mais du coup, il a toujours incité ma mère à minima garder le lien avec ses parents. Oui. Elle s'était éloignée de ses frères et sœurs avec qui ça avait été trop violent pour elle d'accepter leur racisme. Elle est issue d'une fratrie de combien de personnes? Ils sont 5. Ah ouais, quand même. Mm. Ouais. Et sur les 5, ils étaient tous contre le fait qu'elle se convertisse? C'est un peu difficile à dire. On va dire qu'ils n'étaient pas hyper favorables. Oui. Vraiment pas hyper favorables. Il y en a qui étaient un peu plus intelligents que d'autres, on va dire, là-dessus. Il y en a qui se sont rendus compte au fur et à mesure des années que en fait, ça changeait quoi, c'était la même. D'autres qui ont mis plus de temps, on va dire. D'accord. Maintenant, ça va mieux. Ok. Maintenant, elle a de nouveau un lien, etc. Et aussi, l'épreuve du décès de mon grand-père a aussi rapproché des liens. Le fait, comme je t'ai dit, de tomber sur... Ils ont enfin compris, en fait, D'accord. ce qu'elle a vécu. Donc, histoire familiale lourde. Donc, ce foulard, les 2 premières années, ça a été l'épreuve. Aïe, aïe, aïe. Ok. Donc, bon, tu dis ces 2 premières années, oui, c'était dur, mais finalement, ça fait que quelques mois que tu reprends contact avec l'entièreté de ta famille. Oui. Waouh. Ta grand-mère, elle va bien?
Alors, elle vient de perdre son mari, donc c'était un peu compliqué. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est très beau. Tu vois, ce qui me... Comment dire, c'est pour ça que je dis Allahu Akbar en vrai. Au début, quand on a mis le foulard, elle voulait pas être vue avec nous en public. Donc, par exemple, il y a une petite tradition chez les Français, en tout cas chez eux. Après le repas, tu vas faire une petite marche. Oui. Dans le village et tout. Et du coup, normalement, quand on venait aller manger avec eux, on allait sortir avec eux dehors, mais elle voulait pas qu'être vue avec nous. D'accord. Vous aviez droit de sortir quand même ou on y allait sans elle en fait. Alors, elle voulait pas être vue à proximité, la honte, que vont dire ses voisines ou je sais pas quoi. Tout ça, la honte, c'est voilà. C'est elle qui nous a interdit d'aller aux événements de famille en fait, enfin vraiment. Et du coup, j'étais avec elle le jour de l'enterrement de mon grand-père parce qu'elle était trop malade, elle était hospitalisée, elle n'a pas pu assister à l'enterrement. Oui. Donc j'étais avec elle et ma mère. On était à l'hôpital avec elle. C'était important qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Parce que c'est pas facile à vivre, forcément. Tout à fait, oui. Et ce qui était drôle, c'est... donc, je ressemble ni à ma mère, ni à ma grand-mère. Et elle habite maintenant dans une maison de retraite médicalisée qui est pas très loin de l'hôpital. Et donc, on l'aidait à faire sa petite marche pour qu'elle retrouve un peu de force. Et donc, je lui tenais la main et tout. Et on croise, du coup, ses voisines. Ah. Et c'était drôle parce que du coup je leur ressemble pas du tout, donc ses voisines, ma mère et ma grand-mère se ressemblent, oui. Donc ils ont compris qui était ma mère. D'accord. Et les voisines elles m'ont vu, elles m'ont dit du coup vous travaillez à l'hôpital, vous êtes employée ici. Et là ma grand-mère elle dit non pas du tout, c'est ma petite fille. Elle a revendiqué la filiation finalement. Ouais. Oh et elle me prend là un peu, ça me touche en fait, en mode oui elle est venue me voir et tout, elle a une jumelle aussi, j'ai hâte qu'elle vienne me voir, etc. Ah là 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 là. Donc, en fait elle a balayé tout le passé. Finalement elle s'est rendue compte finalement qu'est-ce qui compte le plus en fait, que à ce moment-là, au moment où elle en avait besoin, elle avait sa fille et sa petite fille qu'elle n'avait pas vue depuis un certain temps. Alors on l'avait vue de temps en temps, mais c'était forcément ça, le lien était bancal. Rompu, oui. Et du coup voilà, et j'ai trouvé ça trop beau parce que la boucle est bouclée en fait. On est passé, le chemin était long, mais on a fini par la retrouver. Vous vous êtes retrouvés à la fin, ouais. Bon, malheureusement, les circonstances ont fait que... Enfin, c'est pas des super circonstances, mais voilà, on prend ce que Dieu nous donne. Exactement. C'est génial. Ouais. Mais... voilà, non, mais j'ai hâte que tu me racontes Noël prochain. Ok. Franchement, ça sera pas dans le podcast, hein, bien entendu. Désolé les auditeurs, mais j'ai hâte de savoir. Je pense que il y aura beaucoup d'émotions. Ta tante, tu l'as revue depuis ou pas, la tante de Normandie? Oui, je l'ai revue pour ses 60 ans. Oui, voilà. Subhanallah, tu sais ce qu'elle a fait pour qu'on soit là. Donc ils ont un peu les délires un peu gaulois, genre normalement ils font rôtir un peu comme du sanglier et tout. Elle a fait rôtir du mouton halal. C'est pas vrai. C'est trop mignon. Mais c'est trop mignon. Non, mais les perches comme ça, là, on aime trop. Tu vois, merci, c'est gentil. Tu vois, c'est très, très gentil. Merci, Tata. Tu vois, merci, Tata. Mais comme quoi, Allahu Akbar, moi, je dis, Allah, il guide qui il veut, il ouvre les yeux à qui il veut. Exactement. Tu vois, ça revient de loin. Mais bien sûr. Ok. Et son époux, dans tout ça, il a joué le jeu ou c'était... Il a vraiment joué le jeu, oui. D'accord. Ouais. Ah, c'est génial. Ouais. Non, mais déjà, le temps... offre la sagesse quelque part. Subhanallah. Donc, comme on dit, comme on dit, après la difficulté viendra la facilité. Okay. C'est pour d'autres cas. Ça a pris du temps, mais c'est le cas aujourd'hui, alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Alors, après le lycée, moi j'ai fait classe prépa. Oui. Pareil, c'était dans un lycée, donc j'ai dû aussi enlever le foulard. Et c'était, moi j'ai fait des classes prépa scientifiques. Oui. Il y a eu plein de galères aussi. Ils ne savaient pas que je portais le foulard. Certains m'ont vu en dehors, et c'est là qu'ils ont compris. D'accord. Et en fait... c'est fou parce que quand ils ont compris, ça change tout en fait. Ouais. Parce qu'au début, tu étais Ilham. Exactement. Une Ilham lambda. Exactement. Et puis quand on t'a aperçu remettre ton foulard à la station de tramway, et là c'est bon, c'est fini. Exactement, en fait. Tu perds ton innocence quelque part. Mais truc de fou. Sauf pour certains et certaines qui étaient plus ouverts d'esprit que d'autres. Mais sinon c'était assez compliqué. Et pourtant j'ai aimé porter ce foulard à ce moment-là. Parce que le foulard c'est pas que cacher les cheveux, c'est aussi un habillement. Parce que en fait, donc j'étais en prépa scientifique, c'est très masculin. Oui. On était une minorité de filles et en fait. Combien de filles dans la classe à peu près? 5-6. Sur combien de 40. Ah, ok. Bon, très bien. Et du coup, il y avait énormément d'harcèlement sexuel, en fait.
C'est une blague. Non, c'est MeToo prépa, on devrait faire MeToo prépa. C'est catastrophe. Ok. Catastrophe. D'accord. Genre, il y avait des traditions, par exemple, en plein cours, donc au cours de physique ou de maths, les mecs, ils poussaient un cri bizarre. Et à ce moment-là, le prof arrêtait son cours et les mecs ensuite sortaient des blagues obscènes ou à caractère pornographique D'accord. sur des filles de la classe. C'est une blague. Non, c'était ça tous les jours. Mais les professeurs étaient là, étaient Ils témoins étaient là, de et témoins, c'est partie spirituelle. Hein. C'est une Ah, blague. bah non. Et comment dire, le fait de porter le foulard et d'avoir ces normes sur le respect des femmes, de notre dignité, de notre pudeur, ça faisait que moi, ils n'osaient pas faire ça. Ah bah c'est ce que j'allais te demander, oui. Voilà. Est-ce que ton foulard, quelque part, il t'a Ah, protégé? clairement. Très Ils bien. n'osaient pas. Dommage, je leur laissais pas. Alors, Ah. j'étais prête à leur faire la guerre. Il y avait pas. Moi, on me parle pas comme ça. Moi, je suis pas. Enfin, c'est hors de question. D'accord. C'est hors de question. C'était dur à vivre dans le sens où, quand on a grandi dans un foyer musulman, comment dire ça? C'est pas tous les jours que tu entends des choses comme ça. Enfin, j'étais pas habituée. Oui. Et j'avais l'impression d'avoir mes oreilles qui étaient constamment salies, en fait. Ouais. Moi, j'étais là pour étudier les maths et la physique. En fait. C'était catastrophique. Mais du coup, pour moi, je pense que mon lien avec le foulard s'est aussi renforcé à ce moment-là, jusqu'à ce qu'après, j'arrive en école d'ingénieur. Et alhamdoulilah, j'ai enfin pu porter tous les jours mon foulard. Alhamdoulilah. Bon, la prépa, elle a duré 1 an. Elle a duré 2 ans, À 2 ans. Ok, Ouais. 2 ans très durs. Ouais. vraiment. Mais bon, où tu as été facilité grâce à ton foulard. Aussi. Grâce au fait que les gens savaient plutôt Oui. que tu portais le foulard. Exactement. Génial, ouais. C'était une autre manière, en fait, comment dire ça, de renforcer. En fait, après l'épreuve, tu vois, tu retrouves de la fierté d'être Oui, une muhajaba, en fait, une femme qui s'est couverte. Oui. Subhanallah. Mm. Et du coup, arrivé en école d'ingénieur, c'était la première fois que je le portais tous les jours. Donc, j'ai beaucoup expérimenté avec les hijab fashion style parce que pour le coup, je devais l'avoir tout le temps. Donc, j'ai eu des looks un peu aléatoires, on va dire. tu as testé. Voilà. Voilà. Et ça a été. J'ai adoré dans le sens. En fait, donc, je suis venue en région parisienne Oui. cette fois. Oui, jusque-là, tu étais toujours en province, hein, J'étais en c'est ça? province, j'étais chez mes D'accord. parents. Ok. Et après, là, je suis venue en région parisienne pour étudier en école d'ingénieur. Oui. Et, T'étais vers où? T'étais basée où? Évry. Évry. Voilà. D'accord. L'école était à Évry et L'école toi, était à tu Évry, logeais où, toi? Il y avait des résidences étudiantes Ah, à Évry. super. Ok. Donc, j'étais sur place. Ça va, c'est cosmopolite. Voilà, Évry. c'est Oui, ça, en voilà. fait. Donc, c'était tranquille. J'étais loin d'être la seule étudiante qui portait le foulard. Par contre, on avait eu quand même des problèmes, mais qui n'étaient pas tant liés au foulard, qui étaient plus liés à l'islamophobie de manière générale. À l'époque, le maire d'Evry, c'était Manuel Valls. Ah, je l'avais oublié, lui, tu vois. D'accord. Manu. Ah, Manu, Voilà. il est parti en Espagne, là. Voilà, pour essayer de se refaire une carrière, mais bon. Exactement. Et du coup, il y avait plein de choses sur lesquelles... Enfin, c'était assez une catastrophe. Donc, par exemple, des années avant nous, alors dans cette école, il y avait un club d'étudiants chrétiens, un Oui. club d'étudiants juifs. Et pendant des années, beaucoup d'élèves des générations précédentes avant moi avaient essayé de créer un club d'étudiants musulmans, parce que pourquoi pas? Et subhanallah, ils avaient refusé. Et ça a été accepté. L'année où j'étais en 2e année, donc c'est première année de master. Oui. Enfin, ils ont accepté de nous donner l'autorisation de créer notre club. Ouais. Et subhanallah, quand on est arrivé, donc c'était moi et un frère du club, Ouais. quand on est arrivé devant le secrétaire responsable des associations, Oui. avant de signer pour qu'on ait l'autorisation, il nous a dit, subhanallah, il nous a dit, juste vous me promettez une chose, hein, vous n'allez certainement pas faire comme Boko Haram au Mali. Hein. C'est une blague. Ah non, mais... Fallait lui demander, bah, écrivez-le sur les statuts, d'accord? Vous signez Ah bien. non, mais vraiment. Non, mais sérieux? Vraiment, je te promets. Je te promets, c'était une catastrophe. Ça a commencé comme ça l'année. Après, subhanallah, le reste de l'année, on avait, comme tous les autres clubs, une page Facebook. À l'époque, c'était Facebook, il n'y avait pas Instagram. Oui, Tous les autres clubs, on en avait une. On en a créé une pour parler un peu de ce qu'on allait faire dans l'association. oui. Et il y a des postes qui n'ont pas plu à des profs ou des membres de l'administration. Donc, on a été... c'était un poste notamment de Mohamed Ali. On Ouais. avait mis un, je sais plus, parce que c'était peut-être l'anniversaire de son décès ou quelque chose comme ça. Et ça n'avait pas plu. On avait été convoqués par ce même secrétaire D'accord. qui, je me rappelle, nous avait dit vous citez Mohamed Ali, mais moi je vais l'appeler Cassius Clay, parce qu'à la base c'est Cassius Clay son nom. Non, mais sérieux? Vos postes ont choqué. Nous on est pour, je sais pas, je crois... l'égalité homme-femme, etc. En quoi on est contre? Enfin, je sais pas, c'était vraiment des trucs. Et il nous a interdit. Lunaire, ouais. il nous a dit si vous voulez garder votre club, je vous interdis toute activité cette année. On était en 2013. Toute Voilà. activité, C'était, ouais. ça veut dire... En fait, vous avez le droit d'avoir une association, mais de vous ne faites faire. rien. Voilà. Vous avez juste la vitrine, en fait. Exactement. Et j'ai compris en fait qu'en fait il me détestait. C'était souvent moi qui allais le voir et en fait là pour le coup mon voile ne lui revenait pas du tout. D'accord. Mais pas du tout.
Et je me suis demandé pourquoi. À un moment donné, je me rappelle ma première année, j'étais partie chercher ma carte étudiante au service de carte étudiant. Et le service a refusé de me la donner en me disant que je devais retirer mon foulard si je la voulais. Et je leur ai dit, bah non, en fait, non. Pourquoi ? Ils m'ont dit, oui, parce que voilà, document officiel, il faut retirer. Et je m'étais renseignée sur la loi, je leur ai dit, ce n'est ni une carte d'identité, ni un passeport. Donc non, vous devez me donner ma carte. Exact. Ils n'avaient pas aimé. Du coup, j'avais appelé le CCIF à l'époque, qui leur avait fait un courrier juridique. Et du coup, ils ont été obligés non seulement de me donner ma carte à moi, mais aux autres. Oui, bah oui, t'étais pas dans le... J'étais pas la seule. Ouais. J'étais loin d'être la seule à qui ils avaient refusé leur carte. D'accord. Mais à l'époque, sans carte étudiante, tu avais beaucoup de choses en tant qu'étudiant que tu n'avais pas le droit. Toutes les réductions, c'est ça. plein de services, donc on en avait fortement vraiment besoin. Bah, ouais. En plus, avec un budget étudiant, bien sûr que tu vas oui. pas négliger les réductions que tu peux avoir, ouais, bien sûr. Ouais. Donc je me suis demandé si c'était lié, parce que vu que voilà, ou pas. Et du coup, on a changé de stratégie. L'année d'après, c'est une autre élève qui est toujours une très bonne amie aujourd'hui, qui elle ne portait pas le foulard, qui est venue les voir. Ouais. Ça s'est mieux passé avec elle. Oui. Donc elle avait aussi une très bonne chat, une très bonne manière de mettre à l'aise. Ouais. Et elle a pu aussi faire en sorte que à ce moment-là, il y avait l'Aïd el-Kébir. Oui. Qu'on puisse en organiser un pour les étudiants. Ah, super. Et tu sais ce que... Donc, c'est l'adjointe du secrétaire général qui lui a dit « D'accord, je veux bien vous signer l'autorisation, mais vous me promettez que vous n'allez pas égorger un quelconque animal, hein ?» Ah là là, c'est terrible. Non, mais en fait, c'est prendre tout ce qui se passe sur la terre entière et venir le jeter devant les musulmans de France. Oui, voilà, oui. Et on a dit, en fait, on n'a pas le budget, déjà. On n'a même pas de viande, en vrai. On vous rappelle qu'on est étudiant, on vit sur notre bourse. Voilà, on va faire des pâtes et peut-être ramener des pains au chocolat. Oui, voilà, c'est ça. Oh, ok. J'espère que ça a changé depuis le temps. J'espère. Ouais. Mais ouais, bon, en tout cas, oui. Okay. Ça fait de mignonnes anecdotes, en tout cas. Mais après, bon, alhamdoulilah, on a pu avoir ce club. Apparemment, il est toujours là. Oui. Les élèves qui en profitent. Super. Font des bonnes activités. Ça a évolué maintenant, alhamdoulilah. Ouais. Donc bon, mais c'est, on va dire, l'islamophobie dans le milieu d'enseignement supérieur est très réelle. Oui. Et je l'ai ensuite vécu quand j'ai voulu chercher un stage de fin d'études. Là, ça a été violent. Alors, moi, en termes de timing, moi, j'ai tout... franchement, c'était n'importe quoi. Donc, j'ai cherché un stage au moment des attentats de Charlie Hebdo. Et après, j'ai cherché un emploi au moment des attentats du Bataclan. Je te laisse imaginer oui, bien sûr. C'est des événements qui nous ont complètement desservis. Ah, mais laisse tomber. Je me rappelle, du coup, quand je cherchais un stage, il y avait beaucoup de forums de recrutement pour les étudiants en fin d'année qui devaient chercher leur stage de fin d'études ou leur premier emploi pour certains qui avaient déjà terminé leur stage. Ouais. Et donc, il y avait plein d'entreprises qui venaient recruter. Et donc, moi, comme les autres élèves, je viens avec mon CV et je viens dans les stands et je postule. Hein. Oui. Comme mes camarades de promo, hein, en fait. Ouais. Et je me rappelle, je suis arrivée dans un stand, je fais mon explication, j'explique ce que je cherche. Je savais qu'ils recrutaient. Oui. Ils ont pris des gens de ma classe, donc je savais. Donc... Et là, le recruteur, il me dit... Bon, attendez, je vais vous arrêter quand même là, parce que votre voile, là, c'est quoi le truc en fait ? Vous le gardez, vous l'enlevez, c'est quoi le délire ? Ah, il t'a dit ça comme ça ? Il m'a dit ça comme ça. On n'est plus dans un cadre formel, non. Professionnel. Ouais. C'était choquant. Je lui ai dit, je le garde. Il dit, non, mais vous déconnez, hein. Dans le domaine dans lequel on est, mais mettre une cravate rouge, ça passe pas. Alors, votre voile, vous trouverez jamais. C'était un cabinet de conseil. Il m'a dit, vous serez jamais consultante. Et du coup, vous avez de la chance de tomber sur moi, parce que moi, au moins, je vous le dis, en fait. Ce que font les autres stands, ils vous l'ont pas dit, mais... ils ont jeté votre CV à la poubelle. Du coup, je vous laisse le choix. Je fais quoi de votre CV ? Je mets une croix dessus, je le déchire ou je le jette à la poubelle ? Waouh ! De but en blanc. De but en blanc, comme ça. Il m'a enchaîné comme ça. Ok. Mais quand toi, t'es partie à ce forum, est-ce que tu t'étais dit que t'allais potentiellement, en tout cas, rencontrer des personnes qui allaient être complètement réfractaires à ton voile ? Oui. D'accord. Bah donc, oui, tu étais partie en mode guerrière, en fait. Il fallait bien que j'ai un stage, en fait. Bien sûr, ouais. Je me disais, j'ai un bon diplôme, pourquoi je ne le trouverais pas ? J'avais des exemples aussi de certaines élèves des années précédentes qui avaient réussi à trouver, quand même, avec leur foulard. Et d'autres qui avaient galéré, m'avaient prévenu, m'avaient dit, ça sera dur. Oui, mais c'est possible. Mais c'est possible. Ouais. Et du coup, je lui ai dit à ce recruteur, non, rendez-moi mon CV, en fait. Et je suis partie, et c'était juste très choquant. C'était très humiliant, en fait. C'était un des premiers que tu avais rencontré ou pas ? Non, pas l'un des premiers. Les autres, apparemment, ils m'avaient bien accueilli, mais jeté mon CV. Oui, mais bon, voilà. Non, mais, après, c'est dire. Hein, peut-être que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais au moins, tu ne l'as pas rencontré en premier et il t'a pas cassé le moral pour le reste de la journée, quoi. Non, j'ai continué à postuler ailleurs après. C'est très bien. Mais j'ai été quand même la dernière de ma promo à trouver un stage. Hein. Ça, c'est classique. C'est, ouais.
J'ai pas les chiffres, hein, Non. mais en tout cas, avec toutes les invités que j'ai pu avoir, Ouais, c'est avec toujours toutes le les personnes classique, que ouais. voilà, ça c'est le C'est classique. classique. T'es voilée, ok, ça va être dur pour toi. Les profs te le disent Les aussi. profs me l'ont dit aussi. Voilà. Et puis il me saoulait. J'avais mon directeur de master avec qui je m'entendais bien. Oui. Et à chaque fois que je lui racontais où j'en étais, il disait oui, mais tu sais, faut pas le prendre personnellement. C'est pas contre toi. Comment ça, c'est pas contre moi? Comment ça, c'est pas personnel? C'est qui le discrimine? C'est vous ou c'est moi? C'est ça, tout à fait. Arrêtez de chercher des excuses. Ça m'énervait. Oui, pardonnez. Il y avait on avait des cours par des intervenants qui venaient d'entreprises D'accord. et qui aussi recrutaient. Oui. Et ils pardonnaient ces gens-là qui me disaient non, mais je vais pas prendre votre CV parce que. Ah, il te le Ils me disait. le disaient cash. Ok. Et je répétais ça au directeur de master. Il disait oui, mais il faut comprendre. C'est vraiment pas contre toi. Mais assumez votre Mais racisme. En fait. oui, je suis Assumez. Je suis Votre d'accord avec toi. islamophobie. Mais ton prof, je pense qu'il veut pas perdre ses partenariats, en fait. Oui, où il n'arrivait pas à regarder en face que ce qui se passait, c'était vraiment de la discrimination. Ils aiment pas quand on leur dit qu'ils sont racistes. Hein. Mais je suis Ou tout quand à ils fait sont islamophobes, j'en suis tout à fait consciente. Mais en tant que professeur, je pense que c'est compliqué d'avoir Aussi. de créer des partenariats dans le Aussi. temps, tu Oui, vois, oui. et de se dire que bon, à l'échelle de la classe ou de toute la promotion, t'es la seule entre guillemets. Après, je sais pas vous étiez combien, mais on va dire que voilà, c'est une balle perdue. Oui, Tu voilà. vois, balle perdue. Ouais, exactement. Tu vois. Donc, Exactement. je dis pas que c'est bien et j'espère qu'aujourd'hui ça a changé et que les mentalités ont changé. Un petit J'espère. peu. Ouais. Hein. J'espère pour les élèves aujourd'hui. Ben Je leur oui. souhaite aux étudiantes parce que c'est vraiment pas facile. Et mais alhamdoulilah, Dieu est grand, j'ai pu trouver, subhanallah. Et j'ai fait mon stage avec un Algérien. C'était dans un autre cabinet de conseil. Oui, Mais après, j'étais pas consultante à ce moment-là, j'étais en interne. d'accord. J'ai créé des outils pour les équipes commerciales. Oui. Donc, j'étais pas en contact avec le client quand j'étais en stage. Et c'était drôle parce que mon directeur de stage, du coup, mon maître de stage, pardon, lui, c'était un Algérien Oui. qui était non musulman et qui était contre le foulard. Super. Et, il me disait, si c'était ma fille, j'aurais jamais autorisé ça. Il me faisait rire. Et pourtant, il a été un pilier pour moi. C'est un truc de fou, en fait. Il disait, je suis pas d'accord avec toi, mais je te respecte, en fait. C'est tout ce qu'on demande Voilà, finalement. c'est vraiment tout ce qu'on demande. Et en fait, il me mettait beaucoup en avant. Il me poussait pour que j'aille interviewer plein de gens. Il me poussait il m'a énormément poussé pour plein de choses, en fait. C'était après, quand le stage s'est terminé, il m'avait aussi donné des conseils pour mon CV. Enfin, vraiment, il a été un énorme allié, en fait. Et c'est Un ce qui est vrai drôle, et un bon vrai. maître de stage. Exactement, il s'est vraiment bien occupé de moi. Oui. Parce qu'en fait, il a vu en moi du potentiel. Et il trouvait ça stupide qu'on me le gâche. Et c'était... Ouais, c'était magnifique. En fait, merci en fait. Ouais. Enfin, merci. Merci à encore. lui. On a remercié beaucoup de gens quand Non, mais même. oui, tu vois, comme quoi on peut être d'accord de ne pas être d'accord tout en étant respectueux en Tout fait. à fait. Tu vois, Mm. c'est ce qui m'a prouvé. Et après ça, j'ai passé 8 mois ensuite à chercher du taf. C'était très violent. Donc on était la période après les attentats du Bataclan. L'ambiance était atroce, je pense qu'on s'en rappelle quand on l'a vécu. Oui, Et je me rappelle que moi j'ai subi une agression islamophobe. d'accord. Qui Raconte-nous. qui m'avait pas mal traumatisée du coup m'avait fait perdre tous mes moyens Ah oui. ouais, à ce point. C'était en région parisienne. Ouais, c'était en région parisienne. Ouais. Dis-nous. Alors c'était à la gare Saint-Lazare ce moment-là. Ouais. J'y passais souvent pour aller dans des entretiens ou pour aller dans des forums de recrutement, chercher du taf en fait. Oui. Et je me rappelle, c'était pendant le Black Friday, il y avait plein de gens qui étaient venus faire du shopping. Et je rejoignais une amie qui voulait que je l'accompagne faire son shopping. Et je me rappelle le temps que je la rejoigne, je marchais, je la textotais pour dire je suis là. Et il y a une vieille dame qui arrive, qui m'attrape, qui me fout un coup de poing et qui me dit « On est en France ici !» Et qui part. Ah, juste, ouais. En fait, t'as... Ah, C'était gratuit comme ça. les vieilles dames. Et sur le coup, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Il y a un cercle qui s'était mis autour de moi. Non, mais je suis bouche bée. Non, mais vraiment. Je suis bouche bée. Vraiment. Ok. Donc, t'as eu des alliés quand même. Il y a des gens Non, qui... non, Ah non, on m'a pas- regardé. On m'a regardé Et sans rien basta. faire. Personne n'est venu te voir Non. après pour essayer de te consoler ou quoi. Non, personne. Personne n'a accueilli la manière dont Non. t'es... Ok. Non, j'étais toute seule avec les gens qui me regardent. Et j'étais désarçonnée, j'ai pas compris, j'ai pas réenregistré la scène. Oui. J'ai pas compris le choc, j'ai pas compris le truc. Je me rappelle, j'ai marché et il y a un monsieur gentil, j'avais fait tomber ma carte, j'avais été secouée, tu vois, j'avais Oui. fait tomber ma carte Navigo. Oui, Il y a juste un monsieur gentil qui l'a ramassé, qui me l'a donné. d'accord. Mais sinon, je suis restée comme ça. Et puis j'ai marché, je suis retrouvée ma pote et voilà, je savais pas ce que c'était. C'est le lendemain, je me suis réveillée et là, j'ai enfin réalisé.
J'ai appelé une amie qui travaillait chez le CCF qui m'a dit ça s'appelle une agression raciste, il faut que tu ailles islamophobe, il faut que tu ailles porter plainte. Et du coup, j'y suis allée. Ouais. Et j'ai raconté à la police. Et moi, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur des policiers qui ont été bienveillants. Ouais. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. D'accord. Ils m'ont accueillie et m'ont dit vous avez bien fait de porter plainte, madame, parce que ça s'appelle une agression anti-musulmane, Oui. contre anti-musulmans avec violence aggravée, puisque c'est sur la voie publique. Et en plus, ouais. Donc ils ont accueilli ma plainte. D'accord. Et ils m'ont écouté. Et ils m'ont dit que j'avais bien fait de dire, etc. C'est pas le cas de tout le monde. J'ai eu de la chance. C'était quel commissariat? Celui de Saint-Lazare. D'accord. Ah bah c'est super. Voilà. Bah maintenant on le sait. Voilà. Voilà. S'il se passe quelque En chose tout à cas- Saint-Lazare, en théorie, en vous serez théorie. bien accueillis. En tout cas, à l'époque. Ouais. Donc ça a aidé. Et après, et ensuite, quand tu portes plainte, tu peux être suivi par le service médico-judiciaire. Oui. Et moi, du coup, j'avais eu un point avec le Psychologue. psychiatre. Ah, psychiatre, Ouais. ok. Oui. Parce que c'est médecin légiste, en fait. D'accord. Et parce que moi, du coup, j'avais pas de traces de coups. Oui. Mais c'était plus l'impact psychologique. Et pour moi, en fait, c'est pas tout de suite au moment de l'agression, mais après que le trauma s'est déclenché. D'accord. Parce que c'était une violence vis-à-vis de mon identité. C'était toute la symbolique de cette agression qui m'avait vraiment, pour le coup, ravagé de l'intérieur, en fait. Ouais. Ça arrivait toutes mes blessures. En plus, c'était une vieille dame qui ressemblait à ma grand-mère, s'il te plaît, Ah. qui était encore en train de me rejeter. Enfin, c'était... C'est Tu venu vois se mélanger à Ouais, beaucoup de choses. beaucoup de choses. Et j'arrivais plus à postuler. En fait, je me sentais en insécurité. Mhm. J'arrivais plus à sortir de chez moi. J'étais logée chez ma tante parce que j'étais diplômée mais sans emploi. Oui. Du coup, j'avais pas de droit au chômage. J'avais aucune ressource, en fait. D'accord. Et ma tante, en région parisienne, elle m'hébergeait. Oui. Gracieusement. Ouais. C'est très gentil. Merci, Merci Tata. à elle, vraiment. Merci à elle. Et j'avais plus aucun espoir de rien du tout. J'étais complètement désarçonnée et tout. Et je me rappelle que la psychiatre, elle avait estimé le... je crois, j'ai eu 23 jours d'ITT, en fait. Ah oui. Tellement le choc était présent. intense Ouais. et... Et l'état de choc, en fait, derrière. D'accord. Et Oh, petit cœur. tu vois. Non, mais... oui, non, mais on en rigole aujourd'hui, Ouais, mais ouais. ça devrait jamais arriver, en Non, fait. bah Depuis non. quand on Non, agresse quelqu'un dans la rue, puisque son identité physique ne nous plaît pas, en Ouais. fait. Et même si on est... Enfin, les vieilles d'aujourd'hui... Ah ouais, c'est grave, laisse tomber des vrais trucs, franchement. Non, mais franchement, agressé par une Mais grand-mère. voilà. Et en plus, les gens, ils me prenaient pas au sérieux. Ils disaient, mais pourquoi tu t'es pas défendu? Pourquoi Mais tu en vas pas fait, taper? non. Déjà, je tape pas les gens, encore moins des grands-mères, tu vois. Exactement. Et en Et plus, quand t'es pas préparé, non, en fait. bah non. Bah moi, j'étais frisée sur place, j'ai pas compris, en fait. C'est ça. J'y m'y attendais pas. Oui. Surtout en plein jour, il y a plein de monde, par une personne inattendue. Et tout C'était à une fait. manie quand même, tu vois. Exactement. Voilà, et je me sens pas sentie écoutée du tout, donc j'ai fini par arrêter d'en parler de D'accord. ça. Et En tout cas, dans ton l'intérieur. entourage. Dans mon entourage, ouais. Ma jumelle, si, elle m'a beaucoup soutenue, ma tante aussi. Oui, Mais par exemple, j'étais beaucoup dans l'associatif musulman à l'époque, ouais. et ils comprenaient pas... Genre, en gros, je faisais des histoires pour rien, c'est rien, tu sais, je vais bien aujourd'hui. Il y avait pas trop de compréhension de Oui. l'impact sur la santé mentale. Ouais, tu bah, vois. après, ça, c'est un problème, je pense, qui est interne à notre communauté. Oui. C'est-à-dire que on occulte tout ça, en fait. Si tu vas bien physiquement, ça va. Exactement. Et non, on devrait se pencher sur ce genre de problème. Exactement. Mais bon, ça, c'est un autre combat. Oui, c'est un autre podcast, Inch'Allah. Du coup, subhanallah, j'ai passé peut-être 6 mois dans le brouillard, vraiment, Ouais, où les trémas, j'arrivais plus à rien faire. oui, Et en fait, j'ai gardé le lien avec l'associatif qui, malgré tout, m'a pas mal aidée. oui. Et en fait, à un moment donné, j'en ai eu marre d'être en bas de l'échelle, un peu Dans quel sens? au fond du gouffre, on va dire. Émotionnel, tu veux dire? Émotionnel, ouais. Je me suis dit, en fait, j'aimerais aller mieux, mais je savais pas comment faire, donc je me suis dit, en fait, si personne me donne de l'amour, je vais m'en donner. Oh, c'est C'est trop vraiment ça. mignon. Oh là C'était là. vraiment ça. Et si personne me donne la confiance, je vais m'en donner. Je vais commencer par me faire confiance. Donc je voulais me prouver que j'étais possible. Ça fait un peu d'émotion, mais c'est vraiment ce que je me suis dit, parce que pour moi, c'était, on me donne la haine gratuitement, on me Oui. déteste, mais du coup, moi, je vais m'en donner. Je vais commencer par moi-même, en fait. Oui. On va faire comme ça, hein, parce que l'amour que je cherchais ailleurs, je vais le trouver chez moi. C'est ça. C'est vraiment ça. Et subhanallah, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis des petits défis. Je sais pas pourquoi l'idée m'a prise comme ça, et un défi que je voulais déjà essayer de sortir de chez moi plus souvent, D'accord. parce que à chaque fois que j'entendais un bruit ou quelqu'un passait derrière moi, j'étais en état d'alerte, en gros, tu vois. D'accord. J'avais peur qu'on m'attaque ou Ouais. je t'ai dit la séquelle psychologique, tu vois, j'étais en insécurité. Et du coup, donc je continuais à faire de l'associatif, à rencontrer du monde Oui, pour me forcer à sortir, d'accord. mais je faisais au départ que de l'associatif musulman, parce que je me disais, je suis avec des gens qui m'acceptent, alhamdoulilah. Ouais. Là, je suis en sécurité avec eux. Oui, Et un jour, j'ai vu une annonce, il y avait la mairie du 18e oui. qui cherchait des volontaires
pour les aider à organiser une soirée en fait, c'était une soirée bénévolat Oui. où en fait, ils accueillaient plein d'associations du quartier en recherche de bénévoles. Donc, D'accord, pour assurer l'événement. Exactement, il Ouais. fallait des bénévoles le jour J pour aider à guider, tu vois, les participants et tout. Et je me suis dit, bah, je suis libre, je vais y aller. Et déjà, c'est une mairie, tu vois, c'est un lieu laïque. Oui. Et je m'étais dit, je vais être la seule musulmane voilée, je suis sûre. Et c'est la première fois que je refaisais ça, du coup. Mais je voulais me donner une chance. Je me suis dit, allez, c'est de l'associatif, c'est des actions citoyennes, ça doit être des gens qui sont sympas et tout. Et qui sont ouverts d'esprit, Voilà, qui sont surtout. ouverts d'esprit. Ouais. Et j'y suis allée, je me rappelle, je tremblais. Hein. Ah oui. J'avais très très peur. Mais tu t'es fait violence pour y aller, ouais. Je faisais du zikr et tout, mais je sentais que c'est un bon. Tu vois, c'est juste une soirée. C'est le 18e aussi, ça va, c'est pas le 16e. Oui. Tu vois. C'est plus populaire. Voilà, tu Ouais. vois. Et cependant, donc j'y suis allée. Oui, j'étais la seule bénévole qui portait le foulard. D'accord. Et personne n'en avait rien à faire. Eh ben, tu vois. Eh ben, tant mieux. Et du coup, j'ai passé une super soirée, en fait, tu vois. Mais c'est génial. C'était magnifique. J'ai rencontré des gens super, plein d'assauts incroyables Ouais. dans le développement durable, dans les associations aussi, dans l'interreligieux, enfin, qui faisaient aussi tout ce qui était de l'innovation sociale et responsable, Ouais. etc. Je me suis fait plein d'amis, de Oh, super trop contacts. bien. Après, j'ai continué à aller à d'autres événements comme ça pour me dire, en fait, j'ai ma place aussi en France. Je suis aussi la France, en C'est fait. ça, tu t'es pas cantonné Non. aux événements religieux ou enfin aux assos religieux et oui, l'ouverture d'esprit. Exactement. Nous aussi, il faut Nous qu'on aussi. fasse preuve d'ouverture d'esprit, n'est-ce pas Mais On peut pas demander à autrui ce que nous on ne aussi, s'autorise aussi. pas. C'est ça. C'est en très fait. bien. Mais j'ai pris le temps pour le faire. Oui, J'ai attendu de me sentir moins peureuse, entre guillemets. Prête. Tu vois, prête. Ouais. Voilà. Prête pour le faire. Et j'ai Ouais. choisi aussi un événement où il y avait plus de chances que ça passe, tu vois. Et je pense que c'était la bonne stratégie pour moi, Ouais. pour guérir, en fait. oui, Parce que ça a fait qu'aller mieux. J'ai rencontré plein de gens bienveillants. En fait, mon foulard n'était pas du tout un sujet. oui. Et j'ai pu reprendre comme ça ma recherche d'emploi. D'accord. Pendant-là. Ok. Et du coup, bah, finalement, mon chômage qui avait été une épreuve, après ce moment-là, c'était... je m'amusais bien, en fait. Bah, J'avais plein de trucs d'associatif, tu vois. T'avais le temps de penser Ouais. à toi et de guérir finalement. Exactement, ouais. Je faisais plein d'activités. Et du coup, j'avais retrouvé confiance en moi. J'allais aux entretiens, je avais refait mon CV et tout, et j'étais tombée sur une super organisation qui proposait justement un coaching CV, mais spécifiquement pour les femmes qui portent le foulard. Ah super. Voilà, à l'époque. Ouais. Ok. Coaching CV et entretien. Subhanallah, parce que j'en faisais beaucoup, mais je le trouvais pas encore. Ouais. Ah non, pardon, je me suis trompée de ça. Pardon. Ça, c'était pour ma recherche de stage. D'accord. Ça m'avait aidé à décrocher mon stage. C'était ce coaching-là qui était fait par une sœur RH qui portait le foulard Ah super. et qui elle-même a fait un super travail. Et après, juste après avoir été coachée par elle, subhanallah, c'est là que j'avais décroché mon stage. Oui. Mais ces enseignements-là m'ont servi aussi pour la recherche d'emploi, Ouais. dans le sens où le conseil que je peux donner à nos sœurs qui cherchent, c'est que votre CV doit être impeccable. D'accord. C'est-à-dire, toutes les compétences, elles doivent bien être listées correctement. Il faut étudier, en fait, dans votre domaine, le domaine que vous visez, qu'est-ce qui doit être mis en avant. Souvent, on fait des erreurs de débutants et c'est normal parce Oui. qu'on ne sait pas comment ça marche. Ouais. Mais il y a des codes à connaître, en fait. Notamment, c'est pas toujours la peine de mettre son école en premier ou son université en premier, Oui. sauf si le nom parle dans le domaine, par exemple. Il y a certaines expériences étudiantes, par exemple caissier, etc., qui sont pas forcément nécessaires, mais d'autres qui peuvent être très valorisantes selon le job, notamment par exemple ceux qui ont été dans le sport. Ouais. On minimise, mais ça donne de super qualités. Hein. D'accord. De leadership, par exemple. Yes. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en avant et tout. Et j'étais devenue un peu une experte du CV, en fait. Ah yes. Subhanallah. Et après ça, en fait, j'y allais en... Comment dire ça ? Avant, je redoutais les entretiens. Après, je m'amusais en entretien, en Ah, fait. mais c'est super. Alors que j'étais tombée sur des gros méchants Ouais. qui m'ont dit des remarques en mode ah, vous êtes une personne dangereuse, des choses comme ça. Ouais. On veut vous bien vous, mais il faut que vous enleviez votre foulard. Ouais, je l'ai eu d'accord. plusieurs fois, ça, en Oui, entretien. oui. Mais je m'en fichais, je leur... On disait, bah Voilà, non, c'est exactement. moi, comme ça, ou Exactement. pas du tout. Et je m'étais aussi inscrite à une association d'égalité des chances, Oui, où du coup j'avais un tuteur qui était un homme français blanc de souche, oui. qui lui m'a toujours encouragée aussi, Ah, super. qui me disait de pas me... qui me revoyait mon CV, qui m'aidait à retravailler mes emails, à retravailler ma présentation, Oui, qui vraiment me soutenait, me disait vous tomberez toujours sur des gens stupides, mais c'est pas pour autant que vous devez vous arrêter. Mm. Il avait jamais vécu lui la discrimination, oui, c'est pas pour autant qu'il m'a découragée en fait. d'accord. Et ce là en fait, j'avais abandonné de faire les cabinets de conseil Oui, à cause de cette expérience-là du recruteur qui m'avait dit qu'il allait déchirer mon CV. Et c'est ce monsieur-là qui m'a dit mais il faut pas vous limiter toute seule, en fait. Pourquoi vous tentez pas les cabinets de conseil, en fait ? oui. Parce que vraiment, Ouais. les mots qu'il a dit, les mots que tu as reçus de ce Mm. monsieur lors du forum, c'est ça ? Ouais, Ça t'avait bloqué ? M'avait bloqué à vie. Il m'a dit je serai jamais consultante. Spoiler alerte, subhanallah, j'ai été consultante 8 ans. Eh ben voilà, c'est ça.
tu vois. Donc oui. Et du coup, mon tuteur dans l'association d'égalité des chances, c'est lui qui m'a dit, en fait, retente quand même les cabinets. Les cabinets. Oui. Ne vous laissez pas avoir par cette phrase malheureuse, en fait. Essayez de prouver le contraire. Oui. Pourquoi vous vous limitez toute seule? C'est ça. Et je dis, en fait, vous avez raison. Et j'ai suivi ses conseils. Et l'histoire, elle est trop drôle. Donc, comme je faisais beaucoup d'associatifs, je rencontrais beaucoup de monde. Oui. Et il s'est passé 2 événements qui m'ont fait trouver mon job, qui sont trop drôles. Il y en a un, en fait, j'avais du temps, donc j'aimais bien aller dans des événements pour rendre service. Oui. Et il y avait, à la mosquée de la Courneuve, il y avait un forum d'orientation qui était organisé. Et ils cherchaient des femmes, notamment dans les métiers de l'ingénierie, parce qu'il manquait de profils féminins. D'accord. Et moi, j'étais diplômée d'école d'ingénieur. Je ne travaille pas encore, je n'avais pas de taf, mais voilà. Donc je me suis dit, je peux y aller quand même, expliquer c'est quoi les écoles d'ingénieurs, motiver les filles à faire des études scientifiques et tout, il n'y a pas de problème. Donc j'y suis allée, subhanallah, et donc j'étais dans le stand, j'étais assise à côté d'un frère notamment qui était là aussi au stand, et je faisais mon pitch pour pitcher les études pour comment dire, encourager les filles à suivre cette voie-là. Les jeunes garçons aussi et tout, et j'étais à fond dans mon truc et tout. Mais attends, je te mets une petite pause. Oui. Mais je te tire mon chapeau, puisque en fait, tu les encourages dans une voie dans laquelle tu n'as même pas encore trouvé de travail. Voilà, exactement. Mais tu es une super commerciale. Merci le coaching. Exactement. Je te dis, ça m'a... Waouh, vraiment. Mais aussi parce que je me dis, si elles aiment les maths et la physique, pourquoi elles se mettraient des limites, en fait. En gros, mon point, c'était, si vous aimez ça, allez-y, en fait. Allez-y, tu vois, pourquoi pas, en fait. À la limite, pourquoi pas. Ne vous bloquez pas. On ne sait pas de quoi demain est fait. Exactement, si ça vous intéresse, allez-y, en fait. Parce que, alors moi, j'ai pas grandi en banlieue. J'ai pas grandi en banlieue, en région parisienne, en plus. Je sais, par contre, que la désorientation scolaire, c'est une atrocité. Et que notre communauté, elle est particulièrement visée par ça. Et c'est une stratégie qui est voulue, en fait. Or, on a des talents brillants, machallah, parmi les enfants de notre communauté. Mais ils n'ont pas les bons conseils. Donc pour moi, c'était un peu comment dire ça. Il fallait que je leur montre que c'était possible, que quelqu'un qui leur ressemble leur dise voilà, qu'ils peuvent le c'est faire. le chemin que j'ai pris, j'ai réussi, let's go. Combien même, je suis comme largement privilégiée du fait que je n'ai pas grandi en banlieue, j'ai pas été en collège de ZEP, par exemple. Donc moi, j'ai pas subi ce matraquage qu'on fait aux enfants pour leur faire en sorte qu'ils ne fassent pas d'études, tu vois, je ne l'ai pas subi. Moi, ça ne m'empêche pas d'empâtir, en fait. Ça ne m'empêche pas de vouloir, par empathie, leur transmettre et leur dire... tout est possible. Je veux que vous croyez en vous. Même si ce système ne croit pas en vous, vous croyez en vous, en fait. Et si ce sont des domaines qui vous plaisent, allez-y, en fait. Même si je n'ai pas encore trouvé, c'est pas grave. Demain est un autre jour. Exactement. Mon chemin est en train de se faire, d'accord? Exactement. Et donc, subhanallah, le monsieur qui était assis à côté de moi, il m'a dit mais du coup, Ilham, c'était super ce que t'as dit et tout. Tu fais quoi en ce moment? Je dis là, je viens d'être diplômée et je cherche du taf. Voilà. Et il m'a dit c'est super, moi je suis senior manager dans ce grand cabinet de conseil. Voici ma carte, envoie-moi ton CV, il faut que je te coopte. Mais c'est génial. Comme quoi le risque, tu sais pas d'où il vient. Mais sérieux, franchement. Tu vois, t'es parti là-bas pour faire une bonne action. Allah, il m'a ouvert une porte. Mais ok. Subhanallah. Donc j'ai pris sa carte et en fait, c'était drôle, c'est que j'avais déjà reçu une offre de ce cabinet pour une autre histoire que je vais raconter maintenant en parallèle, qui s'est passée quelques jours avant, juste un petit peu avant. Et en fait, c'est subhanallah. Donc comme j'étais dans beaucoup de réseaux associatifs et tout, il y a des amis qui m'avaient tagué sur une annonce de journaliste de France 2 qui voulaient faire un reportage sur les jeunes issus de la diversité qui se font discriminer sur le chemin de l'emploi, parce qu'il y avait un forum de recrutement organisé à Bercy, au ministère de l'économie, dirigé par Macron à l'époque, quand c'était ministre de l'économie, qui était spécialisé recrutement de la diversité, puisqu'à on est la diversité. N'est-ce pas? Voilà. Et du coup, ils cherchaient à interviewer des jeunes qui cherchaient un emploi, qui allaient se rendre à ce forum. Et moi, ça me faisait marrer, donc j'ai dit, j'ai plein de choses à raconter, tu vois. Let's go. Voilà, donc j'ai contacté les journalistes, et ils ont bien aimé mon ton histoire profil, et tout. Et donc, du coup... je me suis pointée ce jour-là pour aller postuler et j'étais la première des jeunes qui allaient suivre. Donc ils m'ont installé les micros et tout, ils m'ont mis les caméras dans le dos et on est arrivé. Et il y avait le stand d'un de grands cabinets de conseil où c'était minimum 30 minutes d'attente. Tellement il y avait du monde qui venait postuler. Moi j'avais les caméras dans le dos, donc j'ai été prioritaire. Ok. J'ai pas eu à faire la queue. D'accord. Je suis arrivée et du coup ils m'ont dit vas-y, fais ta présentation. Donc je fais ma présentation à la recruteur du stand de cette entreprise-là. Je lui explique mon parcours et qu'est-ce que je cherche. Elle me fait ok, très bien. Et là le journaliste il me dit stop, on arrête, on n'a pas la bonne prise. Et il me fout ça 4-5 fois. D'accord. Donc 4-5 fois j'ai dû répéter le même truc. T'as fait ton speech de présentation, Forcément les recruteurs ils se rappellent 2 mois après. J'avoue que...
Caméra plus 5 fois, ils ont entendu mon histoire. C'est ça. Forcément, alors qu'il y en avait plein des jeunes comme moi qui cherchaient, tu vois. Forcément, je suis mémorable. Et après, il y a la directrice du recrutement, après, qui m'ont levé les caméras pour aller passer un autre jeune. Oui. Qui est venu me voir et qui m'ont dit bon, malgré tout ce cinéma, c'était franchement très intéressant comment tu t'es présenté, on va te rappeler. Subhanallah. Et il se trouve que quelques jours après, tu rencontres ce monsieur. Exact, qui est de ce cabinet-là. D'accord. Et qui est musulman, qui est un leader musulman chez eux. Il est bien gradé, tu vois. D'accord. Et je lui ai dit, ça tombe bien, j'ai reçu une offre. Et ah oui, pour info, après, ils m'ont coupé au montage de France 2. Donc, j'ai pas eu le problème d'être, tu vois, visible en foulard et tout. Okay. J'ai eu que les avantages. Tu vois. Eh ben, c'est super. Ça m'a pas dérangé qu'ils me coupent du tout. D'accord, ok. Bah, génial. Au moins, la dame du recrutement, elle s'est rappelée de toi. Et puis voilà. Et t'as pas fait la queue. J'ai pas fait la queue. Hey. C'est tout. Et du coup, ce frère qui était haut gradé et tout, il m'a dit ok, c'est super que tu sois rappelé, je vais te coacher. Ok. Parce que les épreuves d'entretien, tu vois, elles sont difficiles. Hein. Oui. Il y a des épreuves de recrutement, en plus des entretiens qui sont pas forcément faciles. Ouais. Il m'a coaché et il m'a donné le contact d'un autre frère qu'il connaissait. Qui, lui, était du côté du recrutement aussi. D'accord. Et qui m'a donné le point de vue. Ok. De comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'ils cherchent chez les candidats. Quelles sont les attentes et compagnie. Non, là, j'ai eu un coaching 5 étoiles, en fait. D'accord. Et donc, quand je suis arrivée le jour J, pour toute la journée d'épreuves d'entretien, plus études de cas, etc., je savais quoi faire. Ah, t'as été facilitée. Alhamdoulilah. Et foulard ou pas foulard, ils m'ont prise. Eh ben, tu vois. Et donc, Cheikh à l'autre, et je suis restée 8 ans dans cette boîte. D'accord, ok. Subhanallah. Et ça s'est bien passé avec eux Alors, il y a eu des hauts et des bas, je dirais. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est quand même une des rares entreprises qui recrute quand même malgré le foulard. Et du coup, là, j'étais consultante, donc j'étais envoyée chez le client. Oui. Et j'ai fait plein de clients, moi. Oui. En France, en région parisienne, en province aussi. D'accord. J'en ai fait à l'international aussi. Ah, yes. Ah ouais, énormément. Oui. Énormément. Et j'ai rencontré des collègues qui portent le foulard, qui sont soit dans la branche française comme je l'étais, soit qui sont d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, etc. C'est une entreprise internationale, voilà, mais du coup, elle vient d'où à la base Des États-Unis. Ouais, c'est compréhensible. Voilà, c'est compréhensible. C'était aligné avec leurs valeurs et tout. Ça m'est arrivé quand même qu'il y ait certains clients qui ont voulu me faire la misère, etc. Mais ce que j'ai remarqué, subhanallah, c'est que, en fait, comme au fur et à mesure que les années passent, l'expérience s'accumule, à partir du moment où moi je suis capable de répondre à leurs problèmes, et foulard ou pas foulard, ils s'en fichent en fait, subhanallah al-hadim. En fait, ils sont très pragmatiques, les clients. Oui. Ils ont un problème, tu peux leur résoudre, ils s'en fichent de ce que tu as sur la tête. Hein. C'était plus certains managers qui étaient mal informés des politiques internes, les politiques internes qui protègent, dans cette boîte-là en tout cas, qui protègent ta différence. Oui. Certains managers voulaient faire de l'excès de zèle en disant mais faut peut-être l'éviter de la montrer et tout, alors que les clients finalement ils en ont rien à faire. L'écrasante majorité d'entre eux on s'en fiche. Exact. Tant que tu peux leur apporter l'expertise dont ils ont besoin en fait. Et donc ça c'était encourageant, donc c'est possible de faire du front de clients. Tous ceux qui disent un contact client c'est impossible avec le voile, c'est faux. C'est faux, d'accord. Et les filles, si c'est ce que vous voulez faire, allez-y, d'accord. Exactement. C'est possible. Et on n'a pas à se cacher, en fait. Mais moi, ma logique, c'est que dans la vraie vie de tous les jours, il y a des femmes voilées. Mais oui. Pourquoi les invisibiliser dans le monde professionnel ? Mais exactement. Je sais pas, quand tu vas faire tes courses, tu croises une nana. Quand tu es dans les parcs d'attractions, tu croises une nana avec le foulard. Ça ne te dérange pas. Tu lui dis pas, non, il faut le retirer parce que tu comprends, on est à Disney. Non. Non, non. Pourquoi ? On existe dans la vraie vie. Pourquoi on devrait se cacher dans le milieu professionnel? Exactement. Et ça me rappelle, un entretien que j'avais fait qui s'était mal passé, où j'y étais allée et tout, et j'avais réussi l'étude de cas, et après la RH elle m'avait dit mais entre nous vous acceptez d'enlever votre foulard et tout, et je lui avais dit non. Et je me rappelle, c'était à la tour Montparnasse, je suis sortie du coup du bâtiment, de leur bâtiment, et au moment où je sortais, t'avais une femme de ménage qui rentrait, elle était en foulard, et cette scène là m'a choquée. Je me suis dit alors vous l'acceptez quand c'est pour aller nettoyer vos déchets. C'est ça. Mais quand c'est pour être, entre guillemets, votre égal au sein de l'entreprise, vous refusez. Tout à fait. Bande de colons, là. Tu vois, vraiment. C'est vraiment ça, tu vois. C'est vraiment ça. Et là, du coup, dans cette boîte, comme il y avait les mentalités américaines, on était tous à la même échelle. Bon, bah, c'est super. Cependant, il y a quand même des bémols. En tout cas, pour mon expérience à moi, ça n'a pas été l'expérience de toutes mes collègues, mais moi, mon expérience, c'est que je ne suis pas toujours tombée sur un management qui était très... comment dire ça ? Les gens il y a beaucoup de biais inconscients et ils n'ont jamais vu de femme, par exemple manager ou directrice d'entité ou directrice de projet avec le foulard. D'accord. Moi, pour monter en grade, j'ai absolument galéré en fait. Donc c'est facile de rentrer en tant que nouvelle recrue.
Mais pour évoluer, mon Dieu. Ok. Je sais que si j'avais été un mec blanc, mais je serais déjà directrice de département, là. Mais Mais forcément. Hein. t'as galéré, t'as réussi quand même à gravir des échelons? En 8 ans de carrière, j'ai été promue une fois. D'accord. Je sais pas si t'imagines. Non, mais j'imagine parfaitement. Et c'est épuisant de devoir en faire 10 000 fois plus que les autres pour prouver que, voilà, de trouver les alliés qui vont montrer que oui, on peut la promouvoir. Et les promotions, c'est dans le milieu des cabinets, c'est très politique. Ça dépend aussi d'un alignement des planètes, en fait. Il faut que tu aies le bon sponsor, le bon projet, le bon client, la bonne équipe, la bonne visibilité de tel chef. D'accord. Laisse tomber. Oui. Alignement des planètes. Laisse tomber. Donc, au bout d'un moment, comment dire, ça m'a pris beaucoup de temps. Et en fait, comme ça avait été quand même assez traumatisant, cette recherche d'emploi, j'y suis beaucoup restée. Je suis contente des compétences que j'ai acquises. Mais, comment dire, j'étais vraiment dans la mentalité, je ne trouverais pas mieux ailleurs. Parce que c'est vrai qu'en termes de cabinet de conseil, en termes de respect des musulmans, c'est le meilleur. Ok. En France. Ouais. Pas ailleurs, hein, mais en France, oui. Ouais. Et en fait, j'étais beaucoup dans cette mentalité de je trouverais pas mieux ailleurs, même si je me mentais à moi-même en me disant non, mais pas du tout. Tu vois, on a beaucoup ce réflexe pour les femmes qui portent le foulard. On va leur donner une liste. Je sais pas si tu as vu passer cette liste. Non. C'est la liste des entreprises qui acceptent le foulard. D'accord. J'ai toujours été contre ça. Parce que c'est comme si pour moi, comment dire ça, on a des rêves, on a des ambitions. Il va dire non, c'est pas pour toi, ça prend les miettes là. Voilà. Qui prend ce qu'il y a sur cette liste. Ouais. Voilà. Limite-toi à ça en fait. T'as un buffet d'opportunités et on va te donner les miettes. D'accord. Ce qui reste. Mais pourquoi en fait Après, je pense que ça ne partait pas d'une mauvaise intention, bien sûr, tu vois. Bien sûr. Et je pense qu'il y a des filles qui sont plus sensibles au rejet que d'autres, et c'est sécurisant quelque part de te dire bien que sûr. Si je vais là-bas et qu'on me prend pas, c'est pas parce que j'ai le foulard, c'est parce que mon profil ne correspond pas à l'annonce, tu vois. Je suis d'accord. Je pense que ça aide parce que c'est traumatisant d'aller en entretien, de se faire rejeter comme ça. Je le conçois complètement. Oui. Du coup, ce que je disais au conseiller, c'était ok, cette liste existe, mais c'est un pansement. La plaie est encore béante. Oui. Donc ce que je recommande, c'est pour celles qui se sentent de le faire, parce que je conçois que c'est une violence, hein. Sachez, rappelez-vous, c'est Allah qui ouvre les portes. Et si ça se trouve, vous allez aller dans une entreprise qui n'est pas dans cette liste, et vous serez peut-être la première à ouvrir la porte. Ou bien, vous serez celle qui a apporté sa petite pierre à l'édifice pour que la sœur d'après vous qui fera son entretien, elle soit prise. Ne jamais négliger son impact. Je pense que tu en as eu peut-être dans ton podcast, des femmes qui racontent des anecdotes d'entretien, ou subhanallah azim en fait, tu vois. Donc, faut pas négliger l'impact qu'on peut avoir. C'est ça. Cependant, je conçois que c'est une expérience qui peut être violente, parce que ça dépend sur quoi et sur qui tu tombes. Du coup, je comprends que certaines aient besoin de se rassurer là-dessus, et c'est tout à fait valide. Donc pour moi, c'est penser à vous, en fait. Mais sachez que si vous avez des rêves et qu'il y a d'autres postes qui vont... ne vous limitez pas parce qu'elles ne sont pas dans cette liste. Si ça se trouve, c'est vous qui ouvrirez la porte. C'est ça. Et qui, grâce à vous, une autre entreprise entrera dans la liste. Et j'avais besoin de me le réentendre, ça, parce que je suis restée un peu moisir dans ça, en mode... tu vois, je suis restée longtemps, et subhanallah, ce qui m'a réveillée, c'est la Palestine. Vraiment, on dit qu'on se bat pour la libération de la Palestine, mais c'est la Palestine qui nous libère, vraiment. C'est ce que ça a eu, c'est ce qui a été le cas pour toi. Ah oui, parce que je me suis rendu compte que je suis dans une boîte de sionistes, en fait, à ce moment-là. Ah bon ? Ouais. D'accord. Comme beaucoup de boîtes américaines. Ok, et donc c'est pour ça c'est l'une des raisons qui m'a dit il faut que je parte. C'est hors de question que je continue de donner mes compétences dans un système qui promet un génocide, en fait, tout simplement. Et, tu t'en es rendu compte quand ? Alors en fait, ce qui est marrant, lol, en 2022, tu vois, il y a eu l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Oui. Et cette entreprise-là, comme beaucoup d'autres grandes entreprises, ont tout de suite communiqué sur le fait qu'ils soutenaient l'Ukraine et ont fermé leur bureau en Russie. D'accord. Ils ont fait ça extrêmement rapidement, à l'échelle d'1 ou 2 mois. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. D'accord. Ça fait plus d'1 an qu'il y a le génocide à Gaza. Ouais. Les bureaux qui sont en Israël, ils sont toujours là. Hein. Tout va bien. Ils tournent bien. Voilà. Tu vois. Tranquille. Ouais. Il y a ça. Il y a plusieurs collègues, pas forcément en France, mais dans d'autres pays, puisque c'est une boîte mondiale, qui sont palestiniens, qui se sont fait silencier quand ils ont essayé d'exprimer leur souffrance au travail, parce que en fait on n'arrête pas de nous mentir en nous disant qu'il faut séparer vie pro vie perso. Je suis désolée, on est des humains, c'est indissociable. Voilà. Indissociable. Bah, bien sûr, il y a pas de barrière magique quand tu rentres en entreprise qui va effacer les épreuves que tu vis derrière.
t'es palestinien, ton peuple il se fait génocider, tu rentres au boulot, forcément ça te touche en fait. Exactement. Et même nous qui ne sommes pas palestiniens, on est touchés en fait. On n'aime pas voir des gens se faire génocider comme ça, se faire coloniser comme ça, c'est pas possible en fait. Et en fait, justement, passer du temps avec des collègues palestiniens, les entendre, comprendre leur parcours et tout, ça m'a ouvert les yeux là-dessus. Oui. Je suis très passionnée de tout ce qui est développement durable et j'avais rejoint l'équipe développement durable. Et, dans ton entreprise. Dans l'entreprise, oui. Et je voyais que certaines des solutions qu'on proposait, pour moi, en fait, ça m'a réveillée sur plein de choses. J'ai pensé à l'humain, mais aussi que c'est des solutions court terme, en fait. En fait, c'est important d'être cohérent et consistant. Oui. Et je dirais vraiment, l'électrochoc, ça a été, mais largement, en fait, la Palestine qui m'a ouvert aussi à tous les autres sujets. Genre, par exemple, le génocide au Soudan. Mais, comment dire, moi, je suis marocaine. Il y a eu un tremblement de terre au Maroc l'année dernière. Oui. Ma région a été touchée. Oui. Les villages juste à côté de là où habite ma grand-mère ont été complètement ravagés. D'accord. Et en tant qu'employée marocaine, j'ai été soutenue. Ah, yes, j'ai été soutenue. D'accord. J'ai pu poser mes jours comme je voulais pour me dédier à mon pays. Ouais. Pour aider nos voisins, en fait, tout simplement. Oui. J'ai reçu beaucoup de soutien de la part de mes collègues, etc. Et l'entreprise a même fait une cagnotte. Mais c'est génial. Voilà, pour envoyer au Croissant Rouge marocain, par Oui. exemple. Ce qui est magnifique. Il n'y a pas eu ça pour les collègues palestiniens. Il n'y a pas eu ça pour les collègues libanais. Alors, certainement pas pour les collègues congolais. Et on n'en parle pas des collègues libanais. Hein, d'accord. Tu vois ? Ok. Et là, dans ta boîte actuelle, dans la boîte dans laquelle tu travaillais, tu avais des collègues directs palestiniens. Oui. D'accord. Ah ouais, les pauvres. Et surtout libanais, parce qu'il y a une grosse diaspora libanaise en France aussi. Mais oui. D'accord. Et du coup, pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, tu dois respecter tout le monde, en fait. C'est pas possible. Il n'y a pas une hiérarchie dans l'humanité. Donc, exactement. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis enfin réveillée en me disant, en fait, je ne veux plus travailler dans un système comme ça, parce que moi, j'aime être cohérente, en fait. Si tu veux solutionner un problème, il faut le solutionner correctement, en fait. C'est pas en créant d'autres problèmes. C'est pas possible. Et j'y croyais plus trop à ce gros domaine. Comment dire, je suis reconnaissante quand même d'avoir fait une partie de mon parcours dans le monde de l'entreprise classique, parce que j'ai appris beaucoup. Oui. Mais aujourd'hui, je n'y crois plus à ce modèle. D'accord. Je pense qu'avec toutes les compétences qu'on a, et en tant qu'être humain, subhanallah, c'est extrêmement important pour nous d'utiliser nos talents dans un modèle qui est vertueux, qui est aligné avec ce que Allah veut de nous. Oui. Et pour moi, tout ce qui est grande entreprise, modèle capitaliste, le capitalisme ne peut exister qu'avec le colonialisme. Ce sont deux revers d'une même pièce. Pour moi, c'est complètement satanique, en fait. Okay. Pour moi, c'est diabolique. Oui. Quand on voit les conséquences, elles sont atroces. On en voit tous les jours des atrocités, c'est plus possible, en fait. Que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour les humains, c'est plus possible. Et du coup, ça m'a fait l'électrochoc nécessaire. Et je me suis... Alhamdoulilah, j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont beaucoup encouragée et soutenue pour me rappeler que c'est Allah qui donne. Donc même si je quitte ce taf en France, c'est pas la fin du monde. Oui. Et du coup, là, je suis plus en train d'entamer une reconversion dans les sujets qui me passionnent. Lesquels, du coup On veut tout savoir. Forcément, développement durable, forcément tout ce qui est inclusion des minorités, innovation responsable, etc. Donc, j'ai pas encore finalisé tout mon projet puisque je suis au début. Oui. J'ai posé il y a... Ça fait un mois, mon... Tes statuts ma demande de rupture conventionnelle. En fait, j'ai signé... D'accord, ok. Et du coup, mon contrat se termine bientôt, là, nos salariés, alhamdoulilah. Oui. Et là, du coup, je vais enfin, quand je serai plus salariée, plus rattachée, je pourrai enfin poser des statuts pour enfin entamer ma transition. On verra ce que ça va donner, mais alors, voilà. Ta transition, ok, dans le... Inch'Allah, qu'Allah t'accompagne dans ce projet et que tu excelles dans ton domaine. Donc, on part sur du développement durable, mais du coup, tu vas créer ta société, tu vas faire quoi ? On parle d'une association, on parle de quoi ? En fait, il y a plein de... Subhanallah, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Oui. J'ai plein de petits projets qui ont émergé. Ouais. Et du coup, je suis pas très claire si... Est-ce que moi-même, je veux pas créer mon cabinet de conseil à moi avec mes méthodes ? Oui. Ou est-ce que je veux faire une société qui crée des nouveaux produits ? Je ne sais pas encore, en fait. D'accord. Je suis vraiment dans ma phase d'exploration. Ouais. Et du coup, ça me fait plaisir parce que je peux apprendre plein de choses et tester plein de trucs différents. Mais peut-être je vous ferai une update sur là quand ça sera clair à quoi va ressembler mon futur métier. Oui. Ou peut-être que je me ferai recruter ailleurs par une boîte qui me parle en termes de valeur, peut-être, on ne sait pas. Oui. Alors, l'aime. Mais en tout cas, j'ai plus peur. En fait, comment dire, j'avais signé au départ cette demande de rupture conventionnelle en étant un peu en stress en me disant je n'ai rien derrière. Ouais. Et après avoir rencontré plein de personnes magnifiques, très inspirantes, subhanallah, a placé sur mon chemin comme pour me rassurer, subhanallah, je n'ai plus du tout aucune peur.
C'est genre tawakkul ala Allah, tu vois. C'est Allah qui va me donner. Et maintenant que je suis dans ce mindset-là, bah, j'ai plein de petites opportunités, de petits projets qui poussent et je me dis, c'est Allah qui est en train de dessiner mon futur. Exactement. Je me laisse porter par le flow, subhanallah. Alhamdoulilah. Subhanallah, j'avais vraiment pas besoin de cette boîte. Pourquoi je suis restée aussi longtemps? C'était dans ton parcours, voilà. T'étais obligée. Voilà. C'était ça, et contente de l'avoir fait avec ce foulard. Donc comme je t'ai dit, je suis en train d'hésiter entre les différentes voies, les différentes formes. C'est pas encore très clair, mais c'est pas grave. Ça va s'éclaircir, j'ai le droit de prendre le temps d'éclaircir. Tout à fait. Et du coup, j'espère pouvoir travailler dans ce qui me passionne. Et maintenant que j'ai pris beaucoup de temps à trouver ce qui me passionnait, je pense que c'est ok aussi. On n'est pas tous nés en sachant exactement ce qu'on aime. Hein. Exactement. On peut prendre le temps de tester, d'expérimenter, de voir ce qu'on n'aime pas, d'échouer aussi, on a le droit. Et je suis prête à échouer aussi s'il faut, s'il n'y a pas un problème. Mais au moins, maintenant, j'écoute mon cœur. Voilà. Non, mais ne le dis pas comme si c'était une blague ou quoi. C'est super important, mais c'est génial. C'est le meilleur des moteurs, hein, de toute façon. Ouais, non, mais vraiment, qu'Allah récompense toutes les belles personnes qu'on croise sur nos routes, et toi aussi également, parce que c'est magnifique ce travail. Merci, c'est gentil. Je suis très contente déjà d'avoir accueilli ce témoignage et de pouvoir le partager avec des sœurs, parce que c'est très inspirant ce que tu nous as conté. Et aujourd'hui, en tant que femme voilée, comment tu te sens avec ce voile majeur, du coup? Majeur. En fait, c'est drôle. Subhanallah. Je pense qu'aujourd'hui, mon foulard, il a une... Comment dire ça? Il a un impact un peu multiple. Subhanallah. Pendant des années, j'avais un compte LinkedIn, comme beaucoup de personnes, et j'ai refusé de mettre ma photo sur LinkedIn. Un peu le trauma de la discrimination à l'emploi et tout, et j'avais jamais mis ma photo sur mon CV. Et subhanallah, l'année dernière, en janvier de l'année dernière, janvier 2024, j'ai décidé de mettre ma photo en comment dire ça? Parce que en fait, j'étais tellement choquée de toute la violence qu'il y a suite au génocide qui avait démarré en Palestine. Tellement choquée de tous les discours qu'on entendait aussi dans notre pays, sur nous, les musulmans, les arabes, tout ça, que j'étais là en mode, mais en fait, on existe et on est là. Et pourquoi je me cache, en fait? Oui, je suis une professionnelle avec le foulard dans mon domaine d'expertise. Et pourquoi je me cacherais maintenant? Et je suis fière d'être là, et que vous le vouliez ou non, j'existe. C'est tout. Et exister, c'est résister. C'est ce que les Palestiniens m'ont appris, personnellement. D'accord. Dans même toutes les leçons qu'ils nous apprennent tous les jours. Malheureusement... de manière non volontaire, puisque les personnes ont envie de vivre une épreuve aussi atroce qu'un génocide. C'est ça. Je me dis qu'aujourd'hui, pour moi, en fait, mon foulard, je suis légitime de l'avoir. Personne n'a à me dire comment le porter ou pas. C'était aussi une chose que j'avais beaucoup entendue dans les entretiens, c'était mets ton foulard peut-être en arrière ou change de style pour moins choquer. C'était cette phrase qui me choquait, en fait. Pourquoi est-ce que... Changer d'identité, parce que en fait, personne ne se permettrait de dire ça à une femme qui ne porte pas le foulard. Exactement. Et soi-disant, c'est pour notre bien, mais non, en fait. C'est pas pour notre bien, en fait. C'est nous rendre schizophrènes quelque part. Mais clairement, alors que je pense que c'est à chacune des personnes qui décident de porter le foulard de décider comment elles veulent le porter, comme elles se sentent à l'aise dans leur propre cheminement. Parce qu'on le dit pas, mais le hijab, c'est un cheminement. En fait, c'est un chemin qui est tout le temps en cours. Exactement. Il n'y a pas de finalité et ça peut prendre du temps et chacune a ses étapes, en fait. Et on peut pas brusquer, en fait. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que pour moi, le foulard, en fait, on me l'avait pas mal enseigné sur le volet de la pudeur. Mais en fait, pour moi, c'est surtout un lien spirituel entre moi et Allah. Parce que, honnêtement, je suis convaincue qu'on peut être pudique sans porter le foulard. Tout à fait. Comment on peut porter le foulard et ne pas être pudique? C'est au-delà du foulard, en fait. Pour moi, on m'a aussi beaucoup dit que c'était pour se protéger du regard des hommes. J'y crois pas. Je porte le foulard, je vis en région parisienne, je me fais régulièrement harceler dans la rue par des hommes musulmans, personnellement. Les machallah, je pense qu'on a tous connu, là, tu vois. La pseudo-drague halal de rue, là. Alors que c'est juste du harcèlement. Et s'il vous plaît, arrêtez, les gars, là, c'est pas possible, on supporte pas. C'est horrible, c'est dégoûtant. C'est vraiment, ça provoque que du dégoût, vraiment. Donc non, j'y crois pas. Je pense que quel que soit comment on est habillé, à partir du moment où on est une femme, on va se suivre. Donc j'y crois plus trop à ça. Pour moi, c'est vraiment mon lien entre moi et Allah. Et comment dire, je pense que j'ai pas non plus à soi-disant moins choquer. C'est cette phrase qui me choque. En fait, le confort des islamophobes ne devrait pas m'importer, en fait. C'est très bien dit. Merci beaucoup. Je m'en fous de les rendre inconfortables, qu'ils le soient. C'est pas mon problème, c'est le leur. Exactement. En fait. J'ai le droit d'exister comme je suis, et au contraire, comme je dis, exister, c'est résister. Donc, on a le droit de... Au contraire, montrons-nous, montrons-nous, en fait, parce qu'on est là, qu'ils le veulent ou pas. Donc aujourd'hui, je me sens... peut-être plus forte, parce qu'on est à une époque où on se doit de l'être, ce pardon-là. On a un énorme défi à relever. On a nos frères et sœurs qui ont besoin de nous, qui vivent des oppressions inimaginables. Et je pense que
en tant que femme musulmane, avec notre foulard, on a un très beau rôle à jouer. Et ce foulard-là, justement, c'est un peu nos couronnes de guerrière, on va dire. C'est comme ça. Tout à fait. C'est Parce une que, couronne, voilà. bien sûr, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. J'espère qu'il en inspirera plus d'une et plus d'un aussi, hein, puisque ça peut être utile, Inch'Allah. bah, ça sera utile, ça. Toi. Et puis, bah, on te souhaite de revenir et pour nous raconter ton projet professionnel. Inch'Allah. Inch'Allah, des doigts, s'il vous plaît. On va Parce que faire c'est plein un de peu le doigts. fouillis quand même, mais Inch'Allah, ça va le faire. Tu vas trouver ton chemin, Ouais, j'en voilà. suis convaincue. Voilà. J'en suis convaincue. Inch'Allah. Donc, merci pour tout. Et puis, je te dis à une prochaine, Inch'Allah. À une prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Voici venue la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à aider le podcast à avoir plus de visibilité sur les plateformes d'écoute en cochant les 5 étoiles. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram ou par mail via les liens en description. Dévoilé est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt.